So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Ça va, Jess? Tu m'as dit d'éloigner mon micro de toi? Non, je savais pas de t'éloigner, je voulais juste appuyer sur la petite momoute qui était en train de ressortir. Jess, tu me fais penser à, genre, vous êtes en date, puis là, c'est comme le gars qui essaie de faire des moves vers toi, puis là, tu essaies d'être fine, puis je m'excuse, je vous regarde, puis c'est juste ça qui m'est venu à l'esprit. Le pire, c'est que c'est plus souvent qu'autrement l'inverse. Jess qui essaye de gosser, moi qui est j'en va-t'en. Ouais, c'est ça. Fait que aujourd'hui, pour un part... techniquement, c'est la 3e fois qu'on te reçoit, mais on a déjà 3 épisodes parce que la première, c'était un part 2. Myriam Baudry! Allô? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben Merci de oui. l'invitation. Merci encore d'être venu. Écoute, le dernier épisode qu'on a fait ensemble reste à ce jour l'épisode qu'on a le plus de stream Pour dessus. vrai? Ouais, Ça me touche. je trouve ça drôle parce que c'est aussi l'épisode le plus long qu'on a fait. Ah ouais? Et c'est l'épisode qui a le plus de stream. Fait que je pense que les gens ont vraiment aimé ça. Fait que... On aime tous vraiment beaucoup t'écouter parler, Myriam. Oui, Vous êtes on gentils. se souvient tous de l'épisode des petits bateaux. Des petits bateaux. Mais... Puis le cri exceptionnel que j'ai fait qui t'a cassé les oreilles quand j'ai expliqué qu'est-ce qui se passe quand un lipide voit de l'eau. Oui. C'était quoi déjà? Non, mais je disais que, tu sais, les lipides, c'est hydrophobe. Ouais. Puis là, quand ça va de l'eau, ça fait... Ah! Puis là, je me souviens de ta face, toi Ouais. qui avait le... J'avais les écouteurs, Ouais. c'est vrai, j'étais comme... Ouais. Fait que on a encore plein d'affaires par rapport à la nutrition à jaser. Donc, Myriam Baudry qui a finalement pas terminé son doctorat, mais qui était étudiante au doctorat en nutrition. Mais tout ça pour dire qu'on voulait jaser de pourquoi t'as lâché. Non, c'est pas vrai. This is an intervention. Non, c'est pas vrai. Que t'as envie d'en parler. Non. Non, mais tu sais, je vous en parlais juste avant d'arriver. Puis je pense que des fois, dans la vie, c'est une belle leçon de se rappeler que des fois, on se met un objectif. Puis en cours de route, nos valeurs et les raisons pour lesquelles on le fait, ou le milieu dans lequel on le fait n'est plus adéquat. Puis c'est correct de rectifier le tir. Puis oui, je suis plus au doctorat, mais mon amour pour la science, la rigueur scientifique, ça demeure au cœur de mes valeurs. Puis c'est quelque chose que j'exprime autrement. Donc, autant dans mon travail comme clinicienne maintenant que mon travail de communication, la science, c'est mon gros dada. Puis, voilà, vivement les données probantes. Oui. Yes. Vivement les données probantes. Fait que on avait encore plein d'affaires desquelles on voulait jaser aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que tout le long de la semaine, justement, je me notais comme d'autres affaires comme ça serait cool de parler de ça, ça serait cool de parler de ça. Fait qu'on a à peu près comme 8000 affaires que je me suis noté, littéralement 15 points différents. Fait que, écoute, on va en passer le plus possible qu'on a le temps d'aujourd'hui. Sinon, ben écoute, on fera un part 4 à un autre moment donné. Fait que une des affaires que j'avais notées que je trouvais intéressante de parler, qu'on parle pas assez souvent selon moi, Attends-moi c'est... 2 secondes. Je veux juste dire qu'on est limité aujourd'hui un peu dans le temps parce que Myriam est venue nous voir à vélo. De Montréal De jusqu'à Montréal Saint-Mathieu-de-Belleuil. jusqu'à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Puis là, au moment où on enregistre, on a changé l'heure hier, Oui. cette nuit. Fait que là, le soleil se couche à 4h30. Ouais. On est en après-midi. J'ai mis lumière, ça va aller, mais si je suis capable de faire un petit bout de route à la Pas dans le clarté, noir, ça, mettons. ouais. C'est ça. Fait que juste pour qu'on puisse brag que Myriam est venue à vélo et elle doit repartir à vélo. C'est Bravo. ça. C'est pas grave, ça nous donne juste une excuse pour la recevoir une autre fois par la suite. Fait que voilà. Fait que un point que je trouvais intéressant de jaser, c'est qu'on parle beaucoup avec la culture des diètes, ces affaires comme ça. Comment perdre du poids, mais je trouve qu'on parle pas assez de est-ce qu'on devrait perdre du poids. Fait que, en tant que nutritionniste, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on devrait perdre du poids? Mon Dieu, c'est une grosse question. Non, mon Dieu. OK, tu commences ce varger avec le gros... Let's choose violence. Bon, faut d'abord savoir, et ça, je sais que vous le savez bien, puis je l'ai probablement déjà dit, mais une perte de poids n'est pas automatiquement synonyme d'acquérir une meilleure santé. Donc, il faut voir le pourquoi, d'où ça vient. Est-ce que, bon, c'est une personne qui, elle, croit qu'elle doit perdre du poids, c'est une motivation qui vient de croyances qu'elle a, que, bon, c'est nécessaire pour améliorer ma santé? Est-ce que ça provient de préoccupations en lien avec l'image corporelle? Là, c'est ça. Une perte de poids ne va pas venir corriger une mauvaise image corporelle. Ça a été bien documenté. Donc c'est ça. Pour améliorer sa santé, on sait bien que, indépendamment qu'il y ait une perte de poids ou non, s'il y a un changement au niveau des habitudes de vie, donc quelqu'un qui était sédentaire qui se met à bouger, même s'il n'y a pas de changement sur le chiffre, sur la balance, la personne va avoir des gains au niveau de sa santé, une amélioration des marqueurs biochimiques, une amélioration de sa forme cardio-respiratoire et, fait intéressant, la forme cardio-respiratoire, donc en gros à quel point tu es en bonne santé cardiovasculaire, tu as un bon cardio et tout, ça c'est un meilleur prédicteur de la santé que l'indice de masse corporelle. Donc, vaut mieux être capable d'avoir un bon cardio, de courir, d'être actif, que d'essayer de gosser avec son indice de masse corporelle. Donc, ça, c'est une chose.
Il y a des conditions où la perte de poids peut être recommandée. Je pense notamment à la maladie du foie gras. Donc ça va se produire quand, justement, il y a une accumulation de gras au niveau du foie, et c'est encore une des premières lignes directrices qui est recommandée pour essayer que le gras dans le foie puisse se retirer et qu'il retrouve sa fonction. Fait qu'il y a certaines maladies comme ça où c'est encore recommandé. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le poids corporel n'est pas une variable sur laquelle on a autant de contrôle qu'on le voudrait à long terme. Donc, ça, je pense que j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres épisodes, mais où le corps, il y a différentes adaptations physiologiques qui vont se produire, qui vont venir un peu combattre la perte de poids. Donc, grosso modo, je pense que quand on commence une démarche où le poids peut être un objectif, il faut vraiment se questionner pourquoi ce l'est et essayer de diversifier ces objectifs-là parce que ça peut rapidement devenir très malsain, très obsessif. Vous devez vous-même le voir avec vos clients. Puis de se fixer des objectifs peut-être plus fonctionnels. J'ai envie de mieux dormir, avoir plus d'énergie, être capable de cuisiner différentes nouvelles recettes, être capable de mieux lire les étiquettes nutritionnelles à l'épicerie. Puis de voir l'effet sur le poids comme un effet secondaire au changement des habitudes de vie. Puis, ouais, voilà, j'ai essayé de résumer une grosse question en commençant. Excellent résumé. Ouais. Mais Jess, toi, je pense que tu fonctionnes beaucoup comme ça. Là, je sais que tu en as parlé souvent que pour toi, la perte de poids, c'était l'effet secondaire de tout le reste que vous allez travailler ensemble. Oui. Ben, en tant que naturopathe, c'est pas mal ça. Là. Si la santé holistique, c'est de travailler tous les domaines de la vie d'une personne pour améliorer sa santé en général, autant sa santé mentale que physique, en ayant un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, moins de stress, moins de stresseurs. Fait que, ça, comme je le dis tout le temps, moi, ce que j'aime voir, c'est l'évolution de l'identité de mes clientes beaucoup plus que l'évolution de leur poids, dans le sens où, c'est sûr, tu vas perdre du gras parce que on travaille toutes les sphères de ta vie on travaille toutes les sphères qui sont peut-être moins saines dans ton mode de vie qui t'ont amené à ça, mais ça reste que ta perte de gras, c'est un effet secondaire. C'est pas ce que, oui, ça va arriver, mais parce que tu prends tes habitudes de vie en main pour être plus aligné avec la personne que tu veux être, pas parce que je te mets en déficit calorique puis je te fais faire du sport pour perdre du gras. Puis tu sais, il y a des gens aussi, dépendamment d'où ils arrivent, quelqu'un que ça fait 10-15 ans qui ont fait des diètes à répétition, ton potentiel d'amaigrissement est beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, même si on te fait faire la même chose qu'à une autre personne, que c'est la première fois qu'elle fait une tentative de perte de poids, bien, elle, ça se peut que le poids ne change pas sur la balance, puis c'est tout simplement la conséquence des 10-15 dernières années qui ne peuvent pas être changées. Donc, c'est ça. Toujours plus intéressant de focuser sur les habitudes de vie. Ben c'est ça, puis c'est que je pense, tu pourras peut-être me corriger parce que tu vas probablement l'avoir vu plus que moi, mais je pense qu'il y avait eu au moins une étude qui avait regardé comme sur des rats, quand on les mettait sur des diètes, combien de temps que ça prenait avant qu'ils perdent le poids, puis après ça, quand on les enlève de la diète, ça prend combien de temps avant qu'ils reviennent, puis ils font un genre de back and forth comme ça, puis c'est toujours comme, ça prend toujours la moitié du temps à reprendre que ça a pris à perdre. Puis à chaque fois qu'il recommence le cycle, c'est toujours comme de plus en plus long à perdre, de plus en plus rapide à reprendre. Fait que les gens qui font des diètes chroniques tout le temps, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir exponentiellement plus difficile à perdre. Puis dès que tu vas arrêter le moindre effort, tu vas le reprendre tout de suite. Oui, puis même pas juste sur des roches, chez l'humain. On sait, par exemple, qu'un des changements physiologiques qui va se produire en réponse au déficit énergétique, c'est un changement au niveau de la sécrétion des hormones qui régulent la faim et la satiété. Donc, la ghréline, l'hormone de la faim, va être plus haute et la leptine, l'hormone de la satiété, va être plus basse. Et ce qui a été observé, en fait, c'est que même quand la personne arrête son déficit énergétique, ce changement-là va persister dans le temps et peut demeurer comme ça de 2 à 3 ans après l'arrêt de la diète amaigrissante et même si le poids a fini par remonter. Donc, ces changements-là persistent. Donc là, tu reprends le poids perdu. Puis là, en plus de ça, ton corps continue de t'envoyer des signaux de « j'ai faim ». Et là, ton poids est déjà plus élevé. Donc, c'est pas des changements c'est pas à prendre à la légère. Sans compter aussi que ton corps peut décider qu'il a été trop stressé puis il va stocker plus facilement, plus rapidement aussi du gras à des endroits que tu veux pas nécessairement. Pourquoi? Ben, il a peur. Tu lui as donné un déficit, il se dit « Ah mon Dieu, mais là, quand est-ce que je vais être capable de remanger normalement? » Puis il est comme... Si tu fais tout le temps le yo-yo, ton corps, sa seule fonction, c'est de te faire survivre 24 heures de plus. Fait que il met des systèmes en place en se disant ça fait longtemps que tu m'as privé, fait que là il faut que je garde des réserves parce que je sais pas c'est quand la prochaine fois que tu vas peut-être me priver. Fait que tous tes systèmes sont mis en place pour te protéger de la prochaine fois que tu vas mettre ton corps en état de famine.
Oui, puis même, en fait, le fameux yo-yo que tu viens de nommer, c'est un facteur de risque pour certaines maladies comme le diabète de type 2, où on va parfois beaucoup varger le clou que le fait de perdre un 5 à 10 du poids corporel aide beaucoup au niveau de la prévention. Oui, sure, mais si tu es trop intense de ce côté-là, le fait de faire le yo-yo va venir augmenter ton risque de développer la maladie. Puis ça, c'est un exemple, donc c'est ça. À apprendre, il faut être prudent avec ça. Ben c'est ça, c'est pour ça que j'aime ce que tu disais quand on parlait de, tu sais, quand on dit que la perte de gras, ça va plus être genre l'effet secondaire de ce qu'on va travailler. Fait que, tu sais, est-ce qu'on devrait perdre du poids? La question, c'est pourquoi tu veux perdre du poids. Parce qu'il y a personne qui veut perdre du poids juste pour le fun de perdre du poids. Il y a toujours une raison en arrière. Oui. OK, fait que c'est pourquoi que tu veux perdre du poids. C'est rarement le fun comme processus, en fait. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, tu veux perdre du poids, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu vas avoir plus d'énergie? Parce que tu vas être... Est-ce que c'est parce que tu commences à développer des problèmes de santé puis tu as l'impression que ça pourrait t'aider? Est-ce que c'est parce que tu as mal partout? Tu as mal partout parce qu'à un moment donné, un gros surpoids, ben, ça se peut que ça soit difficile ses articulations, des affaires comme ça. Fait que, OK, mais est-ce que c'est vraiment la perte de poids que tu as besoin ou est-ce que c'est de travailler tout ce qui tourne autour puis en travaillant ce qui va autour, ta perte de poids va juste naturellement se produire. T'sais. Ben oui, puis justement, en travaillant les autres sphères, je veux dire, tu te concentres à mieux dormir. Disons que c'est ça l'objectif que tu essaies de travailler. Indépendamment de l'effet sur le poids, tu es plus concentré, de meilleure humeur, tu as plus d'énergie pour cuisiner, pour aller faire du sport, faire des activités avec tes amis. Donc, toute la sphère sociale va entrer en jeu aussi. Au niveau de l'alimentation, on laisse le poids de côté, tu apprends à cuisiner, tu es capable d'ajouter plus de diversité à ton alimentation, tu amènes plus de nutriments, plus de fibres, plus de protéines, de glucides pour avoir de l'énergie. Donc oui, j'ai nommé les glucides, nos gentils amis les glucides. On les aime. On les aime beaucoup, beaucoup. C'était le segment Pro-Carbs du podcast. Commandité par Myriam. Non, mais c'est parce qu'on en a au moins un à chaque podcast qu'on fait ensemble. Oui, tout à fait. Mais oui, puis pour finir ce segment-là, je vous racontais avant d'enregistrer que quand je m'en venais, il y a quelqu'un qui m'a demandé des indications, puis je venais de me prendre une poignée de jujubes. J'avais des jujubes dans la bouche, comme si j'étais un écureuil. Puis j'étais juste comme la bouche pleine. Je peux pas parler. mais oui, non, tout à fait. Fait qu'en venant travailler ces autres sphères-là, puis ce qui est cool aussi, c'est que quand tu viens travailler ces autres sphères-là, le poids, ça peut prendre du temps avant qu'il bouge, avant que tu vois un effet significatif, si tu en vois un, parce que je répète que ça se peut que quand on met des choses en place, il y a des choses qui s'améliorent, mais que le poids ne bouge pas, alors que quand tu viens améliorer ton sommeil, te mettre à bouger davantage, cuisiner plus, ben les effets, tu peux les ressentir dès le lendemain. Dès le lendemain, tu peux commencer à te sentir mieux. Donc ça, c'est beaucoup plus valorisant et encourageant pour maintenir ces habitudes-là. Parce que changer ses habitudes, c'est rough. C'est très rough. C'est difficile, puis c'est que justement, je pense que l'espèce de renforcement positif de si tu es capable d'avoir des résultats, même si c'est pas exactement le gros résultat que tu veux, si tu es quand même capable de voir des changements tout de suite, ça va te motiver à continuer. Oui. Versus si tu focuses juste sur le poids, ça peut être démoralisant rapidement. Mais oui, puis le poids, il peut bouger pour des raisons qui n'ont même pas rapport à nos habitudes de vie. Au sein d'une seule journée sur 24 heures, tu peux avoir une variation qui va jusqu'à 5 livres, qui est simplement due à ce que tu as mangé la veille, ton niveau d'hydratation. Puis là, c'est pas une variation de poids qui est due à plus de gras, plus de muscles. C'est tout simplement, ça peut être de la rétention d'eau. Tu as mangé plus de glucides la veille, tu as davantage de réserve de glycogène. Chaque gramme de glycogène vient avec 3 à 4 grammes d'eau. Tu as mangé plus salé, tu vas stocker un peu plus d'eau de ce côté-là. Donc, des fois, le poids peut cycler comme ça. Puis, parfois, j'ai des clients qui me disent « Ah là, j'en reviens pas, j'ai 3 livres de plus ce matin, je comprends absolument pas pourquoi. » Puis, ben, il n'y a pas à s'inquiéter. Regarde, si au fur et à mesure, au fil des jours, ça se peut que demain matin, tu sois à moins 5 livres pour aucune raison. Donc, c'est un chiffre aussi duquel il faut apprendre à se détacher parce qu'il peut varier pour des raisons qui sont même pas en lien avec... T'as pas pris 3 livres de gras pendant la nuit, là. Non, puis ça, c'est une affaire que je trouvais cool que Jordan Syatt avait posté à un moment donné. Il était comme, OK, on va faire une expérience ensemble. Je vais me peser maintenant à jeun. J'ai absolument rien pris de ma journée. Puis il embarque sa balance. Puis il se pèse. Puis il débarque. Là, il est comme, OK, là, maintenant, je vais caler cette bouteille d'eau. Puis il cale une bouteille d'eau. Puis il est comme, maintenant, je vais me repeser. Il rembarque sa balance. Il y a comme 1 livre de plus. Il est comme, je viens de prendre 1 livre en 1 minute. Il y a une fois, j'ai fait un truc similaire. J'avais ultra envie de pipi. Tu sais, quand tu retiens ça pendant longtemps, là, j'étais comme, j'ai clairement genre plein d'eau. Tu vois jaune. Exactement. Puis après avoir pissé, j'ai perdu 800 grammes. Fait quasiment 1 livre. Là. En tout cas, ça attends pas 1 livre. J'ai-tu fait un erreur de calcul? Ben 1 gramme, c'est... en tout cas, 1 livre, c'est 454 On grammes. a compris. OK, vous avez compris. Ouais. T'es à 0,8. OK, non, j'ai un bac en nutrition, pas en mathématiques. Ouais.
Non, mais puis c'est drôle parce que, tu sais, en vélo, des fois, bon, le poids corporel, le sport que je pratique, c'est un enjeu parce que les gens sont comme, mais là, c'était plus lourd, c'était plus difficile. Puis j'étais comme, wow, juste en ayant pissé, c'est 800 grammes qui partent. Donc, La fluctuation la des fluctuation, fluides. exactement. Mais c'est exactement ça. Fait que c'est pour ça qu'il disait, il était comme, tu sais, je viens de prendre 1 livre sur la balance en 1 minute. Tout ce que j'ai fait dans cette minute-là, c'est caler une bouteille d'eau. Ouais. Fait que ta fluctuation de 2-3 livres, là, peux-tu te calmer? Puis tu sais, c'est un couteau à double tranchant, mais dans le, mettons, le wellness/fitness, souvent, la façon dont on va fonctionner, nous, avec nos clients qui sont en recomposition corporelle, parce que c'est ça leurs objectifs, c'est avec des photos. Ce que tu veux, en bout de ligne, c'est le look que tu vois dans le miroir quand tu es en processus de recomposition corporelle et qu'on a fait le point sur pourquoi tu voulais perdre du poids, whatever. Mais en bout de ligne, on s'en fout du chiffre que tu as sa balance. Est-ce que finalement, tu aimes l'image que tu découvres avec l'identité que tu découvres? C'est ça qui est important pour toi. Là. Oui, souvent, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui vont obséder avec le chiffre. Ouais. Indépendamment de quoi ils vont avoir l'air. Fait que je le vois plus chez les filles. Oui. Ah, ben oui. Mais, tu sais, mettons, OK, on va... Mais tu vois, les filles vont obséder plus avec le chiffre, mais les gars, ils obsèdent plus avec ce qu'ils voient dans le miroir. Ouais, exact. Tu sais, chacun va obséder avec sa partie, mettons. Là. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est une affaire que je vois beaucoup chez les filles. Tu sais, mettons, je veux X shape, mais dès que je vois le poids monter sa balance, je le sais qu'il va falloir que je prenne la masse musculaire pour avoir la shape que je veux. Je le sais que le muscle est beaucoup plus dense que le gras, mais dès que je vois le poids monter sa balance, il y a un blocage qui se fait. Ouais. Non, il y a quelque chose de spécial pour ça. Puis même au niveau de l'apparence et les photos, je fais attention à ça parce que ultimement, c'est encore de mettre l'accent sur l'extérieur, sur l'apparence. Puis au final, ça aussi, c'est pas une variable sur laquelle on a toujours beaucoup de contrôle et la ligne est très, très, très mince avant que ça flippe. Donc, c'est correct. Tout le monde a le droit d'avoir ses objectifs de recomposition corporelle, mais je pense que c'est toujours bon de venir questionner au fond de soi pourquoi, d'où est-ce que ça vient, puis de se rappeler qu'on est bombardé autour de nous d'images de voici ce à quoi devrait avoir l'air un beau corps. Voici ce qui est acceptable, alors que ces standards-là, je veux dire, n'importe quand, on peut les balayer du revers de la main. Puis, de jumeler ça avec un objectif autre qui est plus fonctionnel. J'ai envie d'être capable de bench in plate ou là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est bon, bench in plate? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, mais tu as un objectif justement fonctionnel qui n'est pas en lien avec l'apparence. Oui. Si Jess a bench and plate, je vais être Ça impressionné. va être très impressionnant. OK. Bon, ben, Mais Simon, il doit en bencher 3-4. 4, non. 3, oui. Oui. Fait que non, c'est ça. Puis aussi, tu sais, l'apparence, c'est une chose. Puis il y a des événements qui peuvent se produire au cours de la vie qui vont faire en sorte que tu te blesses, tu as un accident de voiture ou quoi que ce soit. Et là, tu peux peut-être plus t'entraîner ou ton corps va changer pour des raisons qui sont externes à ça. Donc, si tu as mis tous tes œufs dans ce panier-là où tu as uniquement calculer tes progrès basés sur ce que tu vois dans le miroir ou sur le chiffre ou en regardant le chiffre sur la balance, ça peut vraiment être déstabilisant puis venir créer beaucoup de détresse. Donc, justement, d'avoir des objectifs sur est-ce que je dors 8 heures au lieu de 6 heures sur mes nuits? Est-ce que là, je mets des légumes dans mon dîner et mon souper? Puis oui, ça peut paraître moins sexy. Oui, les gens vont moins applaudir ça que « Ah, wow, on dirait que tu as perdu du poids ». Mais ultimement, dans notre vie de tous les jours, dans votre quotidien, c'est ça qui va réellement faire une différence. 100%. Parce qu'on mange 86 600 fois par vie. par vie. Parce que dans le fond, ce chiffre-là, ça vient dans les conférences. Des fois, je dis, bon, la nutrition, c'est malade comme domaine. C'est super important parce que si tu fais les maths, on va manger en moyenne 3 fois par jour pendant, mettons, 80 années de notre vie, on arrive à 86 600 fois. Donc, c'est ça. C'est pour relativiser. Là, il y a les bodybuilders qui sont comme moi, je fais ça en 2 ans. Oui, c'est ça. Exact. Mais c'est pour dire que tu as autant de chances de faire des bons choix pour toi dans ta vie, puis qu'il ne faut pas se taper sur la tête Exactement, à cause de. ouais. Et voilà. Cool. Yes! Un point sur 15. Oui, c'est ça. Justement, ta bonne amie, la Glucose Goddess, là. Est-ce qu'on peut mettre claim en contexte? sur la glycémie. Oui, Vas-y. on va faire un contexte. Donc, la Glucose Goddess, c'est une dame qui s'appelle Jessie Inchauspé. Ah! Elle est française en plus. Elle je est pense. française, ouais. Puis là, Je dis en plus comme si ça partait avec une prise de plus. tu sais. juste avant de parler que je vais déménager. Ben ouais, c'est ça. Simon, En t'as-tu plus, un problème elle est avec la France? Veux-tu qu'on en parle? Ma c'est grand-mère est française. là. Intervention. Non, c'est une autre. Mais écoutez, ce que je vais dire, bon, c'est comme
c'est pas le but de l'attaquer, cette personne-là. C'est plutôt, c'est comme une bonne étude de cas parce que ce qu'elle dit va être mentionné par d'autres influenceurs wellness de ce monde. Puis, en gros, cette dame-là, bon, elle est biochimiste, elle n'est pas nutritionniste, elle n'a pas une formation en alimentation, kinésiologie, habitude de vie. Elle a un formation... titre qui sonne important quand même et scientifique. Oui, biochimiste, tout à fait. Puis, elle a publié un livre qui s'appelait « La révolution du glucose » où elle donne des trucs et conseils pour venir essayer de limiter les pics de glycémie. Donc, elle, tous ses propos, son branding, les produits qu'elle vend, parce que oui, elle vend des suppléments qui sont excessivement chers et qui sont... C'est pas elle qui promote le vinaigre de cidre de pomme? Entre autres. OK, c'est ça, c'est elle qui a parti le brand du vinaigre de cidre de pomme. Ben, je pense que c'était populaire avant elle, mais elle l'a absolument repris. Oui, mais elle, je pense qu'elle a repris de la popularité, entre autres, à cause d'elle, c'est ça. Okay. Donc, elle a beaucoup instauré cette espèce de peur de tous tes problèmes de santé sont dus aux pics de glycémie qui surviennent après les repas. Donc, en gros, c'est ça la mise en contexte. Puis pourquoi est-ce que ça... En tout cas, mettons, on va contextualiser pourquoi est-ce qu'elle a dit que c'est problématique, puis après ça, on pourra peut-être répondre à pourquoi ça l'est peut-être pas tant que ça, finalement. Ouais. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il y a de problématique et qu'est-ce qu'il y a de pas vraiment problématique? Peut-être dans quel contexte est-ce que ça pourrait être problématique. Exact. Tout à fait, plein de bonnes sous-questions. Mais en gros, mettons qu'on fait un pas en arrière en biochimie, quand on mange un repas, on a toujours du glucose en circulation. Quand on mange un repas qui contient des... Quand on mange un repas qui contient des glucides, le glucose dans le sang va augmenter. Là, vous m'avez parti avec mes moves de main. C'est correct. J'ai pas fini. J'ai fait exprès. Mon attention spam, il est pas bon, fait que ça me tient vraiment. Là. Bref, la glycémie va augmenter. Et ensuite, on sécrète une hormone qui s'appelle l'insuline qui va venir absorber ce sucre-là dans les cellules et la glycémie va redescendre et redevenir à un taux normal. Pour des gens en santé comme vous et moi, c'est quelque chose qui se fait super facilement sans problème. Mais par contre, des gens qui sont sur la route vers le diabète de type 2 ou qui ont le diabète de type 2 vont partir avec une glycémie à jeun qui est déjà plus haute. Et là, quand ils vont manger un repas, peu importe quelque chose qui contient des glucides, bien là, ça va monter encore plus haut et ça va rester haut plus longtemps avant de redescendre. Puis pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça implique, ça implique quoi d'avoir une glycémie plus haute? Plus en longtemps. Partant, mettons. Ben, déjà, en partant, tu te lèves naturellement et plus élevé. Puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact que ça monte plus élevé? Oui, bien, en partant, tu dis, mettons qu'on se lève le matin, elle va augmenter à cause de le... Non, mais tu sais, c'est ça. Quelqu'un qui est déjà, mettons, diabète de type 2 ou en route de, tu vas naturellement avoir une glycémie à jeun plus élevée que la moyenne, mettons. Oui. Qu'est-ce que ça fait comme impact, ça? Ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas forcément de symptômes. Tu peux avoir une glycémie à jeun qui est plus élevée et tu ne vas pas vraiment le sentir. Le moment où les gens vont vraiment le percevoir, c'est quand elle est vraiment trop haute. Puis là, ça va se traduire par des symptômes comme une soif excessive, une envie d'uriner constante parce que le corps essaie de flusher le glucose en excès. Puis la soif, c'est pour venir avoir de l'eau pour diluer ce fameux sucre en circulation. Puis le glucose, c'est hyper important. C'est le carburant principal pour nos cellules, mais comme n'importe quoi, quand on en a trop, ça peut devenir toxique pour les cellules. Il y a un phénomène qui se produit dans le corps, puis là, ça, je vais prendre le temps de l'expliquer, de le normaliser, le mettre en contexte parce que la glucose goddess en parle comme ça se produisait tout le temps. C'est un phénomène qui s'appelle la glycation. Donc, quand tu as trop de glucose, ça va venir se lier à certains acides aminés sur les protéines, puis venir former des espèces de motons, si on veut. Là. Mon Dieu, c'est tellement scientifique, ça, comme terme. Oui. Ça va venir former des genres de motons. Donc, le glucose va se lier au résidu de lysine des protéines, mettons qu'on va plus scientifiquement parlant. Et ça va venir altérer la fonction et la structure des protéines, ce qui va venir nuire à leur fonction. Donc, quelque chose qui est relativement couramment regardé dans des prises de sang pour voir si on a le diabète ou non, c'est l'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée, en fait, c'est l'hémoglobine, les globules rouges, et ça va venir mesurer le pourcentage de glycation qu'il y a sur les globules rouges. Donc, plus c'est élevé, mais plus ça veut dire que tu as une accumulation de glucose sur tes globules rouges, puis ça, c'est normalement signe que ta glycémie, elle est trop haute en permanence. Donc, ça, c'est une des choses qui peut se produire, et souvent, quand ça arrive, que la glycémie est plus haute, c'est souvent en raison d'une résistance à l'hormone l'insuline, qui est super importante pour absorber ce sucre-là. Et quand ça arrive, généralement, c'est aussi signe que tu as de l'inflammation chronique de bas grade et qu'il y a comme une constellation de phénomènes métaboliques qui s'installent qui ne sont pas souhaitables.
En gros, ça répond. C'est un peu... Ça devrait être pas pire. Ça devrait être pas pire, ça. Si vous avez plus de questions, vous nous écrirez. Donc, nous autres, on va écrire à Myriam. Avec plaisir, anytime. Mais ouais, fait que c'est ça qui se passe. Puis, l'affaire, par contre, c'est que ça, c'est problématique quand la glycémie, elle est chroniquement élevée à jeun et chroniquement élevée après des repas et ce, longtemps dans le temps. Dans le sens que c'est pas que ça arrive une journée parce que vous et moi, en bonne santé, notre glycémie, elle va se situer pour, mettons, pitcher des chiffres, à peu près entre 4,5 et 5,5 millimoles par litre à jeun. Puis, après un repas, elle va peut-être monter à 7, 8, 9 peut-être, puis après redescendre à 4,5, 5,5. Dépendamment de ce qu'on a mangé aussi. Exactement, dépendamment de ce qu'on a mangé, mais ça va se réguler tout seul, sans souci. Et le petit pic de glycémie qu'on va avoir après des repas, c'est pas là où il va venir avoir de la fameuse glycation ou que ça va venir causer de l'inflammation ou autre chose. Puis moi, ce qui me dérange dans les propos de la glucose goddess, c'est qu'il y a certains trucs qu'elle va donner, donc ces fameux hacks, pour ceux peut-être qui la suivent et tout ça, qui sont vraiment légitimes. Ajouter plus de végétaux à son alimentation, ajouter des fibres et des protéines, ce qui est tout à fait, je veux dire, c'est quelque chose que je fais dans mon quotidien comme nutritionniste avec mes clients. Il n'y a rien qui me jette en bas de ma chaise. Mais l'argumentaire en dessous provient de cette peur-là de il faut absolument que vous veniez écraser sur votre courbe de glycémie. Exactement, exactement. Puis, s'il y a des gens qui la suivent en ligne ou si jamais vous voyez passer des choses sur elle, elle publie beaucoup sur sa page Instagram des exemples de, bon, mais si tu manges une pomme tout seul, voici ce qui se passe avec ta glycémie versus une pomme avec, disons, du beurre d'arachide, du beurre d'amande, donc un corps gras qui va venir aplatir cette courbe-là. Puis, ça, ces données-là qu'elle montre, c'est elle-même. C'est un N de 1. Donc, c'est ça. C'est pas forcément représentatif de ce qui va se passer pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle le biais anecdotique. Puis, en fait, je veux dire, manger une pomme, là, une pomme, c'est pas juste du sucre. Une pomme, c'est des fibres, c'est des vitamines, c'est des minéraux. Donc, c'est toujours important de relativiser que le glucose qu'on ingère, c'est rarement du glucose seul. Sauf si, bon, là, tu te tapes des cuillères de sirop d'érable ou de sucre de table ou de boissons gazeuses, pas de diète. Ça me fait juste penser. Je sais pas si tu connais Jordan Sayat. J'en ai comme parlé brièvement tantôt, un entraîneur aux États-Unis. Ouais. Il avait fait à un moment donné il s'était imposé, entre guillemets, un défi 30 jours de je vais volontairement spiker ma glycémie à tous les jours pour vous montrer que je peux quand même perdre du poids, même en mangeant des affaires sucrées. Parce qu'il y a bien du monde qui vont dire tu pourras jamais perdre du poids si tu spikes tout le temps ta glycémie parce que insuline, tu vas stocker du gras. Ah mon Dieu, ça c'est tellement... Ouais, c'est ça, on pourra même peut-être en parler après si tu veux. Mais à un moment donné... Parce qu'on manque de sujets. Oui, c'est ça. Parce que à tous les jours, il prenait une affaire qui était considérée comme quelque chose qui va spiker volontairement quand même pas mal ta glycémie pour voir, il y avait le petit monitor pour tracker ça. Là. Puis, à un moment donné, il avait littéralement pris genre un quart de tasse de sucre blanc straight de même. Wow! Il était comme, il dit, j'ai jamais eu un crash de même de ma vie après. Il dit, tu sais, comme léthargique, fatigué, démotivé de tout. Mais pourquoi je parlais de ça? On parlait de gros spikes de glycémie. Oui. Ah ouais, tu parlais de prendre un shot de sirop d'érable. Fait que j'étais comme, lui, il avait pas trippé. Ouais. Non, puis tu sais, je veux dire, c'est normal là, que si tu prends une poignée de jujube, là, on est comme 2-3 jours après l'Halloween, effectivement, tu vas avoir un pic qui va être plus important puis une chute qui va être plus drastique. Ce qui n'est pas quelque chose que tu veux au quotidien, mais de façon générale, quand tu manges tes collations, tes repas, tu as d'autres nutriments qui vont venir naturellement aplatir cette courbe-là sans que ça ait à devenir une obsession. Puis, il y a notamment, tu l'as mentionné tantôt, Jess, Oula vient recommander des trucs additionnels comme le fait de prendre absolument 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme pour venir diminuer la glycémie après. Oui, c'est rendu la nouvelle injection d'insuline naturelle. Là. Puis, il y a quelque chose aussi que je trouve fascinant dans ce type d'argument-là parce que quand tu vas regarder au niveau moléculaire, il y a une rationnelle de pourquoi certaines molécules dans le vinaigre de cidre de pomme pourraient venir ralentir l'arrivée du sucre en circulation. Fait que ça, biochimiquement, on a une rationnelle pour comprendre, OK, voici la réaction qui se passe. Mais quand tu viens amener ça à l'humain, est-ce que c'est cliniquement significatif? On parle souvent en recherche, est-ce que c'est statistiquement significatif? Mais de regarder si c'est pertinent au niveau clinique, c'est super important. Puis, on voit des effets, mais qui sont très, très modestes. Et le fait d'ingérer tous les jours du vinaigre de cidre de pomme, c'est quelque chose qui est très acide, qui est mauvais pour les mailles des dents. L'œsophage. L'œsophage, exactement. Donc, OK, tu vas peut-être venir réduire de... Là, j'ai pas les chiffres exacts, mais de 0,001 millimoles par litre ta glycémie, mais tu viens
tout scraper tes dents et ton œsophage. Mais tu peux le prendre en jujube maintenant, Myriam. Ben oui, c'est vrai, c'est donc plus facile. Merci, oui. merci de noter le sarcasme. Ils sont bons. En plus. C'est vrai qu'ils sont bons, par exemple. Mais oui, c'est ça. Puis, comme beaucoup d'influenceurs qui finissent par devenir très populaires par ce genre de trucs-là, elle a mis... Ah, ça, puis... OK, je vais faire une parenthèse pour ça parce que ça vaut vraiment la peine, je crois. Elle a mis sur le marché un supplément, un anti-spike, donc qui va contenir différentes molécules, genre de l'extrait de citron, de l'extrait de feuilles de mûrier, d'autres affaires comme ça. Et sur son site web, elle indique que ça a été testé par plus de 25 études cliniques sur plus de 1000 personnes, puis elle met les références PubMed. J'ai pris le temps d'aller les regarder. Et Les 25, mais attends, les 25, elle dit ça, mais il n'y a pas 25 références. ça commence bien. Ça commence bien. De un, elle dit que son supplément a été testé. Le supplément n'a jamais été testé. C'est les différentes molécules individuellement dedans. Qui ont été, ouais, OK. Oui. Et les doses qui sont retrouvées dans son supplément à elle ne sont pas les doses actives qui ont été testées ou qui sont forcément actives. Puis, les études qu'elle vient lister, ce sont des études qui se rapportent spécifiquement à ces molécules-là. Et ce ne sont pas forcément des études cliniques réalisées chez l'humain. Donc, ça, c'est, tu sais, parce qu'un argument que j'entends souvent, c'est non, mais c'est scientifique, elle donne ses références. Non, mais quand tu prends Mais le les as-tu temps... consulté, ces références? Oui, ça. mais quand tu prends le temps d'aller regarder, c'est un effet d'enfumage, justement, qui donne l'impression que quelque chose est pertinent. Donc, bref, cette dame-là, c'est une machine à argent. Puis, tu sais, j'entends l'argument aussi de non, mais j'ai appliqué ces trucs puis je me sens mieux. Bien, oui, tout le monde qui commence à manger plus de végétaux, qui ajoute des fibres, des protéines, qui essaie peut-être un déjeuner salé au lieu du classique 2 toasts pain blanc avec de la confiture pour déjeuner, c'est certain qu'on va mieux se sentir. Puis, c'est des belles habitudes à garder. Par contre, c'est tous les autres arguments un peu stretchés autour qui sont problématiques, à mon sens. Oui, parce que le message en tant que tel, il n'est pas mauvais, dans le sens qu'effectivement, vous devriez vous soucier de ne pas faire des spikes de glycémie de façon chronique tout le temps parce que votre alimentation est composée exclusivement de pain blanc et de sucre raffiné. Mais ceci étant dit, il y a des méthodes très, très naturelles dans l'alimentation, genre manger plus de végétaux, des choses comme ça, qui peuvent aider à manger plus de protéines. Tu sais, quand vous mangez une source de glucides, accompagnez-la peut-être de plus de protéines aussi. Toutes ces choses-là, mais c'est des habitudes alimentaires que, je veux dire, comme tu dis, tu le mentionnes cliniquement dans ta pratique. Là. Oui. C'est pas miracle. Là. Non, c'est pas nouveau. Puis même, tu sais, oui, OK, on veut peut-être pas des spikes quotidiennement, mais aussi le fait d'avoir plus de végétaux, plus de fibres, de protéines. C'est pas juste l'effet sur la glycémie. Tu sais, c'est comme l'espèce de focus qui a fait beaucoup là-dessus que je trouve fatigant. Tu veux plus de fibres, c'est bon pour ta digestion, plus de protéines pour ton rassasiement à la fin des repas, ta récupération musculaire, etc., etc. Même que les fibres, je pense que c'est vraiment associé à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Oui, ces affaires-là. Au-delà de la digestion. Oui. Puis honnêtement, souvent, tu sais, les gens parlent beaucoup est-ce que j'ai assez de protéines et tout. Puis dans une journée, la vaste majorité des gens en consomment suffisamment, mais juste de façon très mal répartie. On parle beaucoup des protéines, mais les fibres, ça, c'est un nutriment que, je veux dire, la vaste majorité des gens n'en consomment pas assez. Puis je crois qu'on devrait accorder un peu plus d'attention et d'amour à ce super nutriment. Vraiment. Ouais, puis je pense que ce qui arrive beaucoup avec, du moins elle précisément, avec la Glucose Goddess, c'est que c'est le genre de fear-mongering autour des spikes de glycémie. Parce que je veux dire, tout le monde a des spikes de glycémie. Tout le monde en parfaite santé. Et c'est quelque chose de normal quand tu es en santé. C'est ça, j'allais dire. Comme c'est même une bonne chose. C'est juste, est-ce que ça va rester élevé chroniquement après? Ça, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, que tu aies un pic de glycémie, même si tu mangeais exclusivement de la protéine puis des gras, tu aurais un pic de glycémie pareil. Là. Ce sera juste pas aussi important que si tu prends une tasse de sucre. Une autre chose aussi, c'est tantôt, je sais pas si c'est le vrai nom qu'elle a donné à son supplément, là, mais comme anti-spike ou quelque chose comme Exactement ça. Anti quelque chose pour ton corps, c'est la pire chose que tu puisses prendre. Ton corps, il est bien fait. Tous les mécanismes dans ton corps servent à quelque chose. Donc, dès que tu essayes de bypass une fonction dans ton corps qui n'a pas été prescrite de façon médicale parce que tu as des conditions de santé, tu peux vraiment te ramasser avec des problèmes parce que ton corps, c'est une machine d'adaptation. Tu bloques un pathway, il va créer un nouveau pathway et c'est pas nécessairement le chemin que tu veux qu'il prenne. Fait qu'à faire attention quand on veut jouer avec des anti-ci, puis des anti-ça, puis des coupes fins, puis des... Ouais. Puis au cou, tu sais, des fois, le mieux que j'ai trouvé, c'est un antivirus pour mon ordi. ça, c'est bon. Mais tu sais, puis au coût, tu sais, je pense que c'était quelque chose comme 89 pour... Là tu sais, c'est peut-être pas la bouteille, c'est peut-être genre la subscription pour 3 mois. De quoi de même? Mais tu sais, je me dis 90 là, c'est le coût d'un suivi en nutrition, c'est peut-être une coupe de dollars beaucoup de légumes dans ton épicerie. Ben oui, exactement. Donc, je trouve que c'est attirer l'attention sur des détails qui sont très futiles au final. Puis ça détourne l'attention des choses qui sont vraiment importantes. Mais ça revient à
on fait peur au monde pour essayer de vendre un produit après. Oui, exactement. Ce qui est malheureusement le trend de beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Et parce que là, je lis le petit papier là, dans le même trend que c'est pas bon d'être anti quelque chose, autant que tu ne peux pas bloquer quoi que ce soit dans ton corps, autant que tu ne peux pas booster quoi que ce soit dans ton corps. On parle de... On s'en vient dans la période des rhumes, là. Ouais. Ben trendy en ce moment. Comment booster ton système immunitaire. Ouais, là. qu'est-ce que tu penses des ginger shots le matin pour booster le système immunitaire? Ah, écoutez, le système immunitaire, déjà, là, demandez à des gens qui ont la maladie cœliaque, maladie inflammatoire de l'intestin, le diabète de type 1, eux, ils ont des systèmes immunitaires méga boostés. Puis un système immunitaire, quand c'est trop fort, ça vient s'attaquer à nos propres tissus. On veut pas ça. Donc, le système immunitaire... c'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Oui, exactement. Oui, merci. Ton système immunitaire, il est tellement bon pour se défendre qu'il se défend contre lui-même. C'est l'équivalent de l'anxiété, mais genre pour ton système immunitaire. Oui. Oui, mais, tu sais, ceci étant dit, il y a comme le juste milieu à trouver que le système immunitaire, il est très, très bien régulé. Mais c'est pas un muscle dont on peut moduler la fonction. On peut pas passer de j'ai un petit bras de légumes à je suis un j'ai 22 pouces de tour de bras. Ça, là, je fais de l'haltérophilie, justement, gros niveau et tout. C'est bon, 22 pouces? Oui, c'est bon. Ben, j'aimerais ça, moi, avoir 22 pouces de bras. Là. Je suis ça de même. Je suis pas bonne avec les chiffres. Mais pour vrai, moi non plus, je savais pas c'était quoi un 20, un 22 pouces. Mais en tout cas, ça a l'air c'est beaucoup. toujours relatif. Si t'as un bras de 22 pouces de diamètre, t'as un esti de bon bras. Si t'as juste littéralement 22 pouces après toi, tu vas... Tu sais, l'expression est plein de pouces, là. Ça va être moyen. Ouais. Mais bref, on peut pas booster le système immunitaire en haut de sa capacité de base lorsqu'on est en bonne santé et qu'on a des saines habitudes de vie. Ceci étant dit, si tu es sédentaire, si tu as une alimentation qui n'est pas forcément équilibrée, si tu dors pas beaucoup, mais là, ton système immunitaire, il se retrouve avec des munitions qui sont un peu moins fortes pour être capable de se défendre contre les virus. Donc, oui, des saines habitudes de vie vont aider à rester en bonne santé. Puis, je rajoute à ça aussi les trucs de base, là, se laver les mains. Si ton ami a une grosse grippe, c'est peut-être pas le moment d'aller le frencher, de donner 2 becs quand tu le vois, mais tu sais, justement, la distance physique, on a tout appris ça pendant la COVID, ça, c'est des trucs de base. Ça demeure. Par contre, là, justement, Jess, comme tu disais, aller se garrocher sur des suppléments de vitamine C, de curcuma, de shot de gingembre et alouette pour essayer d'aller chercher une protection additionnelle, ça, malheureusement, c'est inefficace. Et j'entends l'argument aussi de j'ai des enfants à la garderie qui ramènent des virus à profusion, j'en peux plus. On aimerait ça, être capable d'avoir une protection supplémentaire, mais il n'y a pas moyen d'aller chercher ça. Le seul moyen qui est bien connu pour booster le système immunitaire, c'est la vaccination parce que là, tu viens générer des nouveaux anticorps, des nouveaux soldats qui vont pouvoir se défendre contre les maladies. Donc, je pense que le truc à retenir, saines habitudes de vie, c'est winner pour plein d'affaires, dont le système immunitaire. Et s'il vous plaît, gardez votre argent. Garagez-vous pas sur des suppléments ou des trucs quelconques pour booster le système immunitaire. Je pense que c'est un peu le même principe que les genres de suppléments naturels de test booster, mettons, là, les genres de boosters de testostérone. Tu ne pourras jamais booster ta testostérone au-delà d'un niveau normal avec un supplément naturel. Si tu veux vraiment aller chercher comme quelque chose qui va littéralement booster ta testostérone... Vaccine-toi avec la test. C'est ça. Là, c'est une coupe de CC dans la cuisse. Là, mais je veux dire, sinon... Les boosters de testostérone, le mieux que ça peut faire, c'est de ramener à un niveau normal si t'étais peut-être un petit peu en bas. Tu sais, on le dit tout le temps, mais les suppléments, c'est là pour supplémenter. Fait qu'est-ce que tu peux supporter ton système immunitaire? Exemple que tu le sais que tu es dans une période qui est plus stressante, que justement, tu dors moins, tu prends moins le temps de te faire des bons repas, des ça. Là, ça peut être intéressant peut-être d'aller chercher certaines vitamines, vitamine C, vitamine D, tu as moins d'exposition, des choses comme ça. Mais ça va pas booster ton système immunitaire. Oméga 3. Oui, oméga 3. Mais ça va t'aider à supporter ce qu'en ce moment, dans tes bases, tu es peut-être moins capable d'aller chercher. Ça va probablement pas t'éviter d'avoir la grippe, mais ça peut au moins t'aider à garder plus d'énergie puis mieux combattre un petit peu le virus que si tu prends vraiment rien puis qu'en plus, tu dors pas puis tu fais rien. Mais c'est supporter, c'est pas booster. Exactement. Fait qu'autrement dit, prioriser les saines habitudes de vie Vraiment. en premier. Vous ne devriez pas vraiment en avoir besoin. Des fois, je me dis, il faudrait qu'il y ait comme un magasin avec genre de la petite lingerie pour les saines habitudes de vie pour que ce soit plus sexy dans le discours public. Parce que pour vrai, des fois, je me trouve tellement plate de répéter ça. Les gens veulent, c'est tellement plus intéressant et plus attirant de OK, voici tel supplément, telle dose que tu dois prendre. C'est ça qui va réellement booster ton séminaire et tout. Puis là, quand t'es comme non, mais les saines habitudes de vie,
on dirait que c'est plate à dire, mais justement, c'est Qu'est-ce que vraiment je peux ça. faire? Ben, C'est vraiment ça qui est mieux. documenté puis qui fonctionne. C'est ça. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'on regarde ça pour n'importe quoi d'autre, puis on dirait que les gens le comprennent. Tu sais, mettons, comment devenir millionnaire? Travaille fort en tabarnak pendant plusieurs années, puis à un moment donné, peut-être que tu vas être capable de bâtir une business. Comment je peux être en santé? Quel supplément que je devrais prendre pour être en santé? Non, c'est le même principe, mais dans un contexte différent. Applique la grosse base over and over and over, puis comme ça va fonctionner, c'est tout. Là. Ouais, 95% de la job va être faite avec les saines habitudes de vie que tu maintiens, que tu répètes, puis dans des habitudes avec lesquelles tu as du fun. Donc, force-toi pas à manger des plats qui sont dits nutritifs, mais qui te roulent dans la bouche. Il y a moyen de manger sainement, mais des choses qui sont super goûteuses, qu'on a du fun à préparer et à manger. Donc, trouver quelque chose qui fonctionne, faire du sport, une activité qui nous tente, qu'on a du plaisir à aller. Ça peut être le gym, ça peut être autre chose. Moi, genre, juste faire de la muscu tout seul, on dirait que j'ai perdu l'intérêt, mais là, j'ai commencé à faire de l'escalade. Donc là, c'est une autre façon de me muscler. Puis quand je vais faire de la muscu, ben, je vois directement le bénéfice sur l'autre sport que je pratique. Donc bref, il y a plein de façons de bouger. L'important, c'est de bouger. C'est ça. Voilà. Fait que là, on va bouger dans le divan. Wouhou! Puis là, parlant de petits trucs le fun là, pour agrémenter nos repas, là, moi, je veux qu'on fasse un mini comeback sur les édulcorants. Oui! Parce qu'il y a eu quand même encore aujourd'hui beaucoup de gens non informés sur les réseaux sociaux qui pensent que l'aspartame et le sucralose sont le démon. Ouais. C'est full cancérigène pis Ouais, tout. Là. ouais. Ça, en fait, il y a eu un gros buzz. C'était-tu l'année passée, il y a 2 Je ans? pense que... Non, l'autre d'avant, je pense. Ouais. Quand Ouais. ça avait sorti à l'OMS, finalement. Oui, là. exactement. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, la mise en contexte, c'est l'Organisation mondiale de la santé a classifié l'aspartame comme étant une substance potentiellement cancérigène ou possiblement cancérigène. Oui, possiblement cancérigène selon la classification. Et c'est une classification qui a 5 échelons, si je ne me trompe pas, et fait, important à mentionner, une substance qui est très communément consommée, probablement plus que l'aspartame, c'est l'alcool. Ça, c'est une substance cancérigène. Pas de peut-être. Là. Pas Pas de peut-être. Ça, on est 2 échelons en haut. Et dans la même catégorie que l'aspartame, qui est une substance possiblement cancérigène, on va retrouver les cornichons, les légumes marinés. Donc, Mais ça, personne n'a des problèmes à les consommer, par exemple. on n'a aucun problème à les consommer. Non. Puis, pour atteindre des niveaux... Parce que c'est naturel. Ben, tu sais, quand tu y penses, l'aspartame, c'est deux molécules d'acide aminé qui sont naturelles. En tout cas, bref, ça, c'est l'argument de l'appel à la nature. On peut. Bon, je l'avais pas noté, mais on pourra s'en reparler de ça aussi. Mais ça se... Ouais. Mais en gros, c'est facile. Ce qui est naturel n'est pas automatiquement bon pour toi. Du venin de serpent, de l'arsenic, du plomb. De la cocaïne. Ça, on en retrouve dans la nature, mais je sais pas, vous, j'en veux pas dans Et mon dans café les le matin. nightclubs. Oh, ouais. C'est dans les nightclubs. Oui, c'est ça qu'elle a dit. Mais, oui, c'est ça. Mais non, aspartame, puis il y a aussi le niveau où ça peut effectivement avoir des effets cancérigènes. Il faudrait boire. J'avais une publication sur Insta là-dessus. Je me souviens plus exactement c'était combien. 16. C'était-tu 16 ou ouais, il fallait. Ouais, 16 ou 20, genre. ouais, il faudrait boire 16 Coke diète par jour, tout le temps, pour atteindre des niveaux qui sont. Moi, j'ai retenu ça parce que je me suis battue pour le sucralose dans la dernière année et j'ai ressorti ces faits-là over and over and over and over. Ouais. Donc, bref, beaucoup de peur parfois autour des édulcorants, mais peut-être le bémol ou la nuance que j'apporterais, on sait qu'il y a certains édulcorants qui pourraient peut-être avoir certains effets négatifs, lesquels, à quelle dose. Cependant, ça, c'est moins bien établi. Donc, encore une fois, c'est de voir, selon l'objectif, selon dans quel contexte est-ce que tu consommes quelque chose qui est sucré? Est-ce que c'est mieux, dans certains cas, de se tourner vers du vrai sucre ou vers un édulcorant? Puis encore une fois, si tu consommes des produits qui ont plein d'édulcorants matin, collation, midi, collation, soir, c'est peut-être pas idéal, mais de la même façon que de consommer quelque chose qui a beaucoup de sucre, matin, collation, midi, collation, soir, c'est pas idéal. Donc, tu es dans un barbecue puis tu as envie de te prendre un Coke diète, je veux dire, go for it, là. Il n'y a pas de problème. Il y avait aussi des études au niveau du microbiote intestinal, comme quoi c'était mauvais pour le microbiote intestinal. Attends, c'est que c'est pas tant que c'était mauvais, c'est que ça avait un impact. Non, moi, je fais juste répéter ce que les gens sur Ouais, Internet disent. Moi, je le sais que c'est pas mauvais. C'est ça, tu sais, c'est comme moi, ça joue sur le microbiote, mais on n'a pas encore assez de données pour établir est-ce que c'est un impact qui est vraiment négatif, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est juste neutre, ça a changé quelque chose, mais pas nécessairement pour le mieux ou pour le pire. Ouais. On le sait pas encore. Puis le microbiote, pour vrai, sujet de recherche, domaine en ébullition ultra intéressant qui, je crois, va être très prometteur, mais on est encore au premier balbutiement. Donc, effectivement, il y a des changements qui ont été perçus ou peut-être certaines populations de bactéries
dites néfastes seraient plus présentes chez les gens qui consomment plus d'édulcorants, mais il y a encore plein de populations de bactéries qui n'ont pas été caractérisées, dont on n'est pas certain de connaître les fonctions ni de leur impact ensuite sur Il y a des milliards et des milliards de bactéries. Oui, là. oui, donc je trouve que quand on entend des infos sur le microbiote, il faut le prendre avec curiosité de « Ah, OK, cool, voici ce qui se passe dans le domaine de la science sur ça » et d'être prudent sur les gens qui font des recommandations directement. Ça, c'est pour booster telle population dans ton microbiote, si ça, parce qu'on n'est pas rendu au stade de pouvoir faire des recommandations cliniques s'appliquant au microbiote avec les données aujourd'hui. Ça n'a pas été étudié non plus. Exemple, tu prends tel dosage de sucralose dans ta journée, mais tu consommes aussi telle quantité de fibres dans ta journée qui sont des prébiotiques qui vont aller nourrir les bonnes bactéries dans ton intestin. Fait qu'est-ce qu'à ce moment-là, tu te ramasses quand même avec plus de bonnes bactéries et en plus, ça te permet de focusser sur tes objectifs de santé ou whatever parce que tu essaies de diminuer le nombre de sucre, peu importe. Fait que tu sais, c'est de prendre encore une fois, une donnée dans un contexte, puis d'essayer de l'appliquer dans tous les contextes, ça ne fonctionne pas du tout. Oui, tout à fait. Non, c'est un bon point, puis ça revient justement au fear-mongering qu'on parlait de... Tu sais, je pense que n'importe quoi où il y a une peur excessive autour d'une molécule, il faut prendre un step back puis faire comme, OK, là, y a-tu quelqu'un qui essaie de faire de l'argent derrière ça? Là? Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on en avait parlé dans un podcast relativement récemment, mais tu sais, quand on parle de fiabilité au niveau des études, c'est beaucoup une question de réplicabilité. Ben oui. Fait que, tu sais, si on a eu peut-être une étude ci et là qui a démontré qu'il y avait un changement au niveau du microbiote, OK, mais c'était quoi le contexte? Parce qu'il faut qu'on voit si on peut répliquer les mêmes affaires dans d'autres contextes. Parce que, tu sais, comme tu dis, j'y avais même pas pensé, mais c'est un super bon point. OK, exemple, le sucralose, ça a eu un impact sur le microbiote. OK. Est-ce que si on a tendance à avoir une alimentation qui est un peu plus riche en fibres, est-ce qu'on voit la même chose? Est-ce que ça a tendance à être... Si on voit un changement, est-ce que c'est plus positif? Est-ce que c'est plus négatif? Est-ce que, tu sais, est-ce qu'on le voit chez des personnes de 18-25 ans, mais on le voit pas chez des personnes de 40 ans et plus, ou tu sais, des affaires de même? Fait est-ce qu'on le voit sur une période de 8 semaines, mais finalement, quand on regarde sur 20, après 10, on n'en voit plus? Ou comme, tu sais, c'est tout le genre d'affaires qui doit être regardé. Fait que juste faire un blank statement de même... J'ai lu une étude qui disait que c'était pas bon pour le microbiote intestinal, OK, mais t'es pas capable d'interpréter l'étude. Puis t'as pas lu l'étude, t'as entendu quelqu'un dire qu'il avait lu une étude. Puis tu sais, c'est normal, là, c'est pas la job de monsieur, madame, tout le monde d'être capable de lire des études scientifiques. Voilà. Tu sais, je me sens un peu plus pas pire après, tu sais, 4 ans au cycle supérieur pour le faire, mais encore dans mon domaine à moi sur certains sujets nichés, alors que moindrement qu'on sort de mon domaine, puis même encore une fois, en nutrition, des études en santé publique, j'ai jamais fait de recherche en santé publique. Je suis capable de lire, d'avoir une idée, mais je serai jamais aussi bonne pour les interpréter que mes collègues. Donc, il faut être capable d'avoir un peu d'humilité par rapport à ça. Puis c'est normal, là, c'est pas la job du grand public de lire et interpréter des études scientifiques. C'est ce qu'on fait, de la vulgarisation. Ouais. Exact. Et allez lire la science d'abord à place. Oui. Gros shout-out à la science d'abord. Parlant un peu d'édulcorants, on pourrait faire le segment avec ça. Les aliments transformés. On s'entend que, tu sais, on a parlé un peu de comme naturel versus... synthétique, pas naturel. Pas naturel, c'est ça. Tu sais, les gros termes scientifiques. Oui, c'est ça. Ça paraît que j'ai fait mon bac, hein? Mais parce que je m'étais fait poser la question par un de mes clients récemment, puis on dirait que je m'étais jamais arrêté pour me poser la question, mais je trouvais que c'était quand même pertinent. Fait qu'un aliment transformé, à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'un aliment est considéré comme transformé? Puis est-ce que le fait que ça soit un aliment transformé rend ça automatiquement plus ou moins bon? Ou y a-tu comme un barème X qui va faire en sorte qu'on va déterminer qu'un aliment va être moins bon pour la santé qu'un autre? Oui, super bonne question. Puis, on a ce qui existe, la classification de NOVA, qui est une espèce de... C'est mon chat! Oh, pour vrai? Oh, ben NOVA est aussi une classification pour les aliments, pour les classer selon leur niveau de transformation. Donc, le premier niveau, ce serait des aliments qui ont vraiment aucune transformation et qui sont consommés tels quels. Mettons, tu penses une pomme, tu apprends de l'arbre dans le verger avec tes chums, tu la manges direct. Ça, on est au début de la classification. Ensuite, il y a un autre niveau où il y a les aliments. Puis là, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas révisé, fait que ça se peut que je saute des niveaux, mais les grands concepts de base sont quand même les mêmes. Tu as des aliments qui vont avoir eu un minimum de transformation. On pense par exemple à du yogourt. Donc, ça va être du lait qui va avoir été fermenté. Donc, il y a une étape justement de transformation, mais le profil nutritif n'est pas altéré, il peut même être amélioré. Donc, je pense notamment du lait pour faire du yogourt grec, où là, il va être un peu plus filtré, plus grande concentration de protéines. L'aliment est encore super intéressant. Le tofu, un peu la même chose. On part de fèves de soya qui vont être trempées, écaillées, etc. Puis, mon Dieu, ça sonne tellement pas intéressant comment genre caillé et tout. Mais bref, il y a un niveau de transformation.
mais le produit est simplement différent et un profil nutritionnel qui est intéressant. Là où la transformation devient plus problématique, c'est quand on parle d'aliments ultra transformés. Et ça, c'est quand on vient ajouter des aliments, des additifs, des agents de conservation qui, eux, ne sont pas des aliments qu'on retrouverait dans la nature et qui, eux, on sait, peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. Donc, je ne sais pas, des fois, si tes clients arrivent avec des exemples précis de « Ah là, tel aliment est transformé, mais est-ce que c'est correct? Est-ce que ce ne l'est pas? » Tu sais, le pain, mettons, c'est un exemple. Du blé, on ne peut pas manger du blé. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je ne m'arrête pas dans les champs en vélo pour me prendre du blé. Donc, c'est certain que là, quand il va y avoir l'étape où est-ce que là, on vient faire de la farine. Mais je sais pas à quel point c'est digeste, hein, si, mettons... Oui, juste de même, non, je suis pas sûre qu'on a les enzymes nécessaires pour... Écoute, tu m'en donneras des nouvelles. Moi, ça me tente pas tant. Oui, surtout d'être pas loin d'une toilette. Ouais. Mais c'est ça, ton blé va avoir un certain, justement, de transformation au niveau mécanique. Et là, est-ce que tu gardes le grain entier ou là, tu as encore l'endosperme, la partie avec les vitamines, les minéraux. Donc là, oui, tu as de la transformation, mais tu gardes le gros du produit original. Alors que là, qu'on va vers des pains blancs ou là, des produits justement plus raffinés, là, on vient perdre ces nutriments-là, donc il y a une perte au niveau nutritif. Donc, c'est ça. Oui, il y a de la transformation dans certains aliments, mais transformation ne veut pas automatiquement dire plus mauvais. Ça dépend du niveau de transformation et est-ce qu'il y a des additifs qui ont été ajoutés. Et comment on fait quand on voit des listes d'ingrédients? Parce que c'est un argument qui avait été fait aussi de comme, mais là, tu as une liste d'ingrédients, ça de long en arrière, fait que c'est sûr que c'est pas bon pour toi. Puis ça, là, je peux faire un statement d'humilité. Moi, autrefois, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans des conférences, de dire choisissez des aliments avec des listes d'ingrédients que vous êtes capable de lire les mots et le plus court possible. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je ferais. Donc ça, c'est important. Tu sais, des fois, des pseudo-experts qui sont pas capables de se remettre en question. De se remettre en question comme professionnel de la santé, c'est essentiel. Mais c'est pas un mauvais conseil non plus. C'est juste qu'il manque de contexte. Manque de contexte. C'est ça, ça manque de contexte. Et le pourquoi, c'est sûr que, bon, la liste d'ingrédients, les aliments sont indiqués en ordre croissant. Donc ça, c'est pas croissant, décroissant. Donc le premier ingrédient, c'est celui qui est présent en plus grande quantité. Donc c'est sûr que si le premier ingrédient, c'est sirop de fructose hautement concentré, ben si là, tu viens ingérer en partant un aliment qui est un ingrédient qui est hautement transformé. Par contre, tu peux avoir un aliment qui a une longue liste d'ingrédients, mais c'est parce que c'est une barre granola qui contient genre 5 types de graines, de noix, de fruits séchés différents. OK. Parfois, on va avoir des aliments qui ont des termes qu'on n'est peut-être pas capable de prononcer ou pas des mots qu'on a l'habitude de voir. Je pense, par exemple, tu prends une pinte de lait ou lait de vache ou une boisson végétale de notre choix et tu vois cholécalciférol. Tu peux être comme « wow, gros mot chimique, c'est sûr que c'est mauvais ». Cholécalciférol, c'est le nom chimique de la vitamine D. Donc, parfois, on peut se retrouver justement avec des noms un peu bizarres, mais qui sont simplement des ajouts de vitamines et minéraux. Donc, je pense que c'est un conseil qui peut s'appliquer, mais qu'il faut, c'est ça, contextualiser. Parce qu'un autre exemple, tu peux aller acheter des chips nature, où est-ce que là, ça va être genre pommes de terre, huile de canola, sel. Tu as 3 ingrédients. Tu pourrais être comme, OK, cool, tous des noms que je suis capable de prononcer, 3 ingrédients, mais gang, c'est des chips. C'est full bon, des chips, genre au goût et tout, mais ça demeure des aliments qui sont riches en gras, riches en sodium. Donc, c'est là où il faut aller le regarder, mais après, regarder le contexte, c'est quoi l'aliment que j'ai entre les mains. J'adore. Ouais, voilà. Moi, je pense que ça, c'est bon. Puis justement, quand... tu sais, parce que j'avais pas eu un argument personnel, mais mettons, je voyais quelqu'un à un moment donné, je pensais sur Thread, là, comme l'équivalent Twitter d'Instagram, mettons, là, qui pardon, X, c'est plus Twitter. Là. Oh mon Dieu. Ouais, je sais, en tout cas, ça, là. Puis qui disait que, tu sais, mettons, il pas shamait, mais il disait au monde qu'il devait absolument pas manger, genre, du beurre de peanut ou whatever, parce que c'était ultra transformé. Puis il était comme, à la place, vous devriez prendre du beurre. Puis là, j'étais comme... Quoi? Hein? Mais le beurre est plus transformé. Je comprenais pas sa logique. Parce là. que tu prends, mettons, là, on fait tu repars de la vache. Là, son lait, va falloir que tu sais, c'est de la crème qui va être battue et tout. Alors que du beurre de pinot, c'est des arachides que tu as blendés. J'en fais dans mon Vitamix, là. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est une transformation mécanique. Très, 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 très comme minimaliste, là. Puis, tu sais, au niveau du profil nutritionnel des arachides, je veux dire, tu as des bons gras monoinsaturés, tu as comme un petit peu de protéines. C'est principalement des gras, mais des gras qui sont plus intéressants pour la santé que le beurre.
Waouh! Mon Dieu, les gens sur Internet! Mais c'est parce que je pense que ça vient beaucoup avec une autre affaire qu'on voulait jaser, mais la diète carnivore, qui est très, 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 très forte. Fait que là, c'est toujours comme... Fait que, tu sais, ça pourrait même... Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est que ça pourrait même nous faire le prochain segment avec les... Je suis curieuse, vous, dans le monde du fitness, est-ce que les gens vous arrivent plus avec ça? On dirait que j'ai l'impression... Est-ce que c'est... Avec la diète carnivore? Ouais. Moi, c'est pas arrivé Moi, encore. non. Je me fais poser la question des fois en Ok. Q&A, genre, qu'est-ce que j'en pense. OK. Mais j'ai jamais eu de client, en tout cas, qui était Ok. là-dessus. Je travaille avec des femmes, je te dirais déjà de leur faire intégrer plus de protéines, plus de viande, c'est pas mal ça qu'on essaye de faire Ok. de base. Fait que Ouais, pas mais des tant. fois, c'est plus la peur des carbs qui a tendance à être là. Ouais. Mais tu sais, les gens Non, vont moi, pas ça nécessairement être carnivores, ils vont juste avoir tendance à être plus keto, Oui. mettons. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça, ouais. vraiment. Plus Ouais. la cétogène plus, Ouais. mais carnivore, non. Ouais. Mais bref, excuse, j'ai comme coupé avec une sous-question parce que Non, j'étais c'est curieuse ça. des différences des fois de Ouais. justement dans le monde, on dirait, où les gens sont plus axés sur le fitness, la muscu, c'est comme le gros morceau de viande, c'est comme ça va dans l'image un peu. Mais moi, je sais pas pourquoi, parce que, tu sais, moi, j'utilise Thread majoritairement pour comme poster des pensées qui me viennent en tête de temps en temps, puis des fois, je scroll un peu, j'ai pas... Je l'ai, mais comme, je l'utilise pas depuis à peu près 1954. Mon Dieu, t'es donc bien vieux. Tu Écoute. parais bien. Merci. Puis... Papa? ouais. Mon père est vraiment Oui, né fille. en 54. Pour vrai? C'est si bon. Pour ça, j'étais genre, wow. Mais c'est ça, mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est spécifique à Thread, mais je vois plein de monde parler de la carnivore, puis Ah comme ouais. quoi. Ouais, puis à chaque fois, je suis comme. But why? C'est quoi les arguments, mettons, que tu vois principalement avancés pour ça? Bon, c'est sûr que j'en vois beaucoup qui sont anti-seed oils. Ah ouais. Tu sais, c'est vraiment très fort là-dessus. Ouais. Beaucoup par rapport à, disons, couper les carbs à cause de l'insuline. Ça va faire en sorte que tu vas perdre du poids plus facilement. Tu sais, tout ce genre d'affaires-là. Il y en a beaucoup qui essayent beaucoup de défendre. Là, je me suis jamais aussi bien senti que depuis que je suis là-dessus. Mm-hmm. Mais encore une fois, ça, c'est du N de 1. Fait que, tu sais, je veux dire, je te dis pas que Mais j'invalide pas comment toi tu Du te sens. N de mais- 1, mais tu sais, mettons, souvent les gens, quand ils font un changement drastique dans leur alimentation, même si c'est, disons, aller vers, OK, là, je mange de la viande là, à côté tout le temps, mais peut-être que justement, OK, ils ont intégré, oui, plus de protéines, ils mangeaient plus transformé, toujours à l'extérieur. Donc, même si tu fais un changement qui n'est pas forcément optimal, tu viens quand même chercher certains bénéfices. Là, je nuance bien que tu peux mieux te sentir en faisant des changements moins drastiques, mais parfois, on va venir attribuer l'amélioration de notre état de santé à autre chose, alors qu'en réalité, c'est un autre facteur qui est en Mais jeu. moi, ce que j'avais vu avec la diète carnivore, c'était beaucoup la fille à Jordan Peterson qui l'avait Oh mon Dieu, oui. promue à cause que elle, c'était pour une maladie qu'elle avait que je me souviens pas, là, mais que c'était comme la seule alimentation qui avait vraiment aidé avec ses symptômes. Fait que, tu sais, elle, c'est un cas précis pour une maladie précise, puis elle avait tout essayé, puis c'est ça qui a fonctionné le mieux. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent expliquer pourquoi? Je sais pas jusqu'à quel point. Mais tu sais, c'est une personne dans un cas de contexte très précis. Là. Ouais, puis j'avais vu récemment, je sais pas si tu connais Ben Carpenter. Non. C'est On jamais l'a déjà charpentier. partagé. Je pense que je t'en avais Oui, déjà envoyé une vidéo de peut-être, lui. Là, en tout cas, c'est pas un scientifique, mais mettons qui est beaucoup dans la recherche, surtout par rapport à perte de poids, obésité, pis ce genre d'affaires-là. Tu sais, même, tu connais peut-être Dr. Nadolski. Oui. Bon, mais Dr. Nadolski avait commenté à un moment donné sur un de ses threads. Ouais. Il avait repartagé, je pense, un commentaire que quelqu'un d'autre avait posté en lui demandant comme tu te prends pour qui, toi, tu sais, puis même Dr. Nadolski était comme dude, ce gars-là, il a des meilleures connaissances en termes de perte de poids et d'obésité que beaucoup de docteurs par rapport à ça. Là. Fait que, tu sais, le gars, il est pas médecin encore, là, mais comme il s'y connaît vraiment très bien, là, puis il est toujours dans la nuance. Ouais. Tu sais, j'ai acheté son audiobook il y a pas super longtemps, puis la première question avec laquelle on a commencé aujourd'hui, est-ce qu'on devrait perdre du poids? Tu sais, son livre s'appelle Everything Fat Loss. Et chapitre numéro 1, c'est est-ce que tu devrais perdre du poids? C'est bon, ouais. Fait que je trouve ça le fun parce qu'il est toujours dans la nuance, dans le contexte. Fait que pour revenir à la diète carnivore... Ah, t'as pas fini? Non, ben c'est là que je m'en allais, justement. C'est un peu vieux, Youbisti, Oui, dans je 1954. Ouais, c'est ça. Donne-moi une chance, là. T'as pas vu tous les cheveux blancs? Fait que... Mets ta casquette, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Ah! Puis il avait partagé une vidéo. En fait, il fait souvent des reactions à des posts que d'autres mondes vont faire. Puis il avait partagé une vidéo où est-ce que Jordan Peterson avait je sais pas si c'est une entrevue, un podcast, whatever. En tout cas, il parlait avec, voyons, le propriétaire de Tesla. Elon Musk. Elon Musk, c'est ça. Puis Elon Musk est en train de lui conter qu'il y avait un peu mal dans le dos. Je sais pas quoi, il avait mal dans le bas du dos. Puis le Jordan Peterson qui est comme... Moi, quand je suis devenu carnivore, ça a tout réglé. Tu devrais essayer ça. Oh mon Dieu. Là, je suis comme, OK, attends, c'est parce que vous êtes deux personnes avec beaucoup d'influence. Puis là, tu es en train de parler d'un N de 1 à une autre personne qui a vraiment beaucoup d'influence dans une super grande plateforme que plein de monde vont écouter ça.
Je suis comme... Je devrais suivre notre formation Science-Influence, ce projet que j'ai avec Alexis Goujon, que vous avez reçu, que tu parlais des mots de dos, puis un autre collègue. Donc, bref. Mais oui, non, je sais. Puis, je sais. Puis, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Les gens aiment, on dirait, les saines habitudes de vie, là, c'est plate. Mm-hmm. Mais là, d'être carnivore, OK, je coupe plein d'affaires, puis je viens manger de la viande. Il y a comme, je sais pas, les gens sont attirés par ce type de changement-là très drastique. Puis, moi, il y a un argument de base que je suis comme, il y a plein de choses en nutrition pour lesquelles on a des incertitudes. On parlait des édulcorants tantôt, j'ai nuancé le truc, il y a peut-être des zones grises, mais une chose qui est béton, c'est l'importance des végétaux dans l'alimentation. Les fruits et les légumes, là, c'est pas mal la base. C'est pas mal la base, là. T'sais, à la limite, même si le reste n'est pas full top, mais que tu manges beaucoup de fruits et légumes, t'es déjà mieux que probablement beaucoup de gens. C'est quoi ton opinion scientifique sur les greens? Les greens, genre les suppléments, ouais, de poudre de fruits et légumes, là. As-tu lu les études sur les greens? Oui, il n'y en a pas des tonnes parce que, bon, tu sais, chaque compagnie a sa propre formulation. Puis, est-ce que c'est essentiel? Au prix que ça coûte, tu peux aller chercher beaucoup plus de fruits et légumes dans ton assiette à l'épicerie que si tu te tournes vers ça. Quelqu'un qui en consomme, qui est bien avec ça, est-ce que c'est mauvais pour sa santé? Je pense pas forcément, puis selon les formulations, parce qu'il y en a des fois qui sont abusives sur des excès d'un paquet de vitamines. Je veux dire, tu n'as pas besoin de 275% de ton apport en B6 dans une portion de... Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Non, parce que c'est des vitamines hydrosolubles qu'on va venir excréter, donc ça va. Mais moi, je vois difficilement un contexte clinique où j'irais recommander des greens. Parce que, mettons, tu sais, ce serait d'intégrer des végétaux. OK, là, peut-être que tu as quelqu'un qui a vraiment une grosse aversion, aime pas ça, mais il y a quand même différentes façons de, OK, tu mets des épinards dans un smoothie, ça goûte rien, puis tu as quand même des légumes qui vont être ajoutés, tu as tout l'apport en fibres, puis il y a quelque chose aussi, parfois, oui, les suppléments, c'est le fun parce que c'est facile, tu as une dose précise que tu vas prendre, mais les aliments viennent avec toute une synergie, donc toute la matrice alimentaire. Il y a des bénéfices qu'on va aller chercher d'un aliment parce que tu as tous les nutriments ensemble qui vont interagir entre eux, qui arrivent dans le corps en même temps, qui vont avoir un effet bénéfique. Donc, quelqu'un qui prend des greens, qui adore ça, je veux dire, il n'y a pas de raison d'arrêter, mais est-ce que c'est essentiel pour être en bonne santé? Pas du tout. Mais au niveau aussi parce qu'il me semble, moi, ce que j'avais vu dans les études, c'est que c'était mitigé au niveau de justement à quel point ton corps va absorber. Ben oui. C'est au niveau de l'absorption, parce que c'est quand même un gros processus de transformation, les greens. Ben oui. Fait que est-ce que tu retires vraiment, tu sais, mettons, dans ton produit, tu peux dire, OK, tu peux t'attendre à temps, mais est-ce que vraiment ton corps va assimiler autant de vitamines et minéraux? Ouais. Sans compter les fibres aussi. Il y en a qui font quand même des bons blends, là, que c'est avec des grains, des aliments fermentés, des choses comme ça. Mais tu sais, fait qu'au niveau de comme les fibres qu'ils peuvent mettre dedans, souvent les blends de grains, ça va quand même, mais plus au niveau de justement aller chercher ton apport en vitamines et minéraux dans un greens. Ouais. Moi, de ce que j'avais vu, c'est qu'on ne le sait pas encore à quel point tu es capable d'aller d'en assimiler. Est-ce qu'il y a ça dans le greens? Oui. Ouais. Est-ce que ton corps va l'assimiler de cette façon-là? Puis comme tu mentionnais, est-ce que tu vas aller engendrer les mêmes réactions chimiques dans ton corps que si tu avais mastiqué ta motte d'épinards en bon terme scientifique? Oui, puis de toute façon, tu fais cuire à peu près 1 kilo d'épinards, il te reste 4 feuilles après. C'est ça. C'est généreux, moi je dirais 2. Ouais, c'est ça. Oui, puis tu sais, justement, par rapport à quel point tu peux absorber, il y a certaines vitamines qui vont saturer plus rapidement. La vitamine B12 en est un exemple, ou même si dans ton assiette, tu as 100% de ton apport en vitamine B12, ton corps, sur le coup, ne sera pas capable d'en absorber plus que, mettons, 50% parce que les petits bateaux, les transporteurs, sont comme, yo, excusez, il y a plein de trafic, attendez dans 6 heures. C'est elle ou la B2, la riboflavine? Riboflavine, la B2. OK, c'est ça. Je mélange tout le temps. Je suis comme c'est elle qui donne l'apparence fluo à votre pipi quand vous l'éliminez. Exactement. Donc, tu sais, il y a des fois où, justement, là, de manger des fruits et légumes ou des aliments avec la vitamine dont on a besoin à différents moments dans la journée, c'est pertinent. Alors que si tu reposes uniquement sur ton green, il y a une grosse partie peut-être de ce que tu prends qui ne va pas forcément être utilisée. Donc, l'alimentation, puisque justement, on mange plusieurs fois dans une journée, c'est ça qui est le fun, de venir diversifier les opportunités où le corps peut venir assimiler les nutriments. Donc, on peut revenir à la diète carnivore. Fait que la diète carnivore, finalement, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'un point de vue nutritionniste? Toi, en vois-tu plus de ton bord? Non, un peu comme toi, des fois sur Instagram, dans des Q&A, les gens vont me questionner là-dessus, mais j'ai jamais eu de client qui est arrivé et qui est comme ça, je veux faire. Donc, écoute, si quelqu'un arrive avec ça, je veux dire, on va y aller une étape à la fois. Puis, il y a mon opinion comme nutritionniste et, mettons, les données scientifiques sur le sujet ne sont pas du tout favorables à ce type d'alimentation-là. Donc, il y a comme... La liste d'arguments contre cette diète-là est tellement importante par rapport aux quelques
ou quelques effets bénéfiques. Puis les effets bénéfiques, en fait, on peut aller les chercher avec une alimentation qui est non carnivore. Donc oui, apport en protéines, super intéressant. Alimentation minimalement transformée, super intéressant. Mais en ayant une alimentation de style méditerranéen où tu as des végétaux, des glucides, des protéines, tu vas chercher ces mêmes avantages-là. Fait que pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers, tu serais-tu capable de te donner comme une idée de pourquoi est-ce que ça serait pas favorable, la diète carnivore? Ben de un, c'est quoi la diète carnivore? Là? Parce que... Ben oui, puis c'est bon de le définir parce qu'on dirait que la définition, c'est un peu comme la diète cétogène. Les gens qui disent, moi, je fais le keto, mais après, tu regardes, t'es comme, OK, non, c'est juste. C'est low carbs. Ouais, exactement. T'es pas forcément en. T'es pas en cétose. C'est Non, low carbs, exactement. c'est full transformé. Ta crème glacée keto, là, m'excuse, là. Ça goûte pas bon. Avez-vous déjà goûté ça? Ben, en tout cas, Oh, j'ai goûté une pas fois à mon parce que souvenir. ma petite soeur en avait acheté, puis j'étais comment, tu sais, si les clients m'en parlent pour que je sache, oh mon Dieu, perdez pas votre argent, votre temps avec ça. Sérieux, c'est d'une Moi, tristesse. je vois keto écrit sur quelque chose, puis je le prends pas. moi, je trouve ça toujours drôle quand je vois un produit écrit keto dessus, je regarde en arrière. Il y a plus genre... de glucides que de fat. C'est ça, puis je suis comme, de quoi keto? Ouais, ou des produits, mettons, qui autrefois n'étaient pas brandés. Tu sais, mettons du beurre, puis là, ça a été écrit keto sur le beurre, puis t'es comme, Ah, ben oui. No shit. ouais. J'ai vu ça sur un pot de beurre de pinot à un moment donné, j'étais comme... No Oh, shit. yes. Mais ouais, pour revenir, les effets négatifs que la diète carnivore peut avoir, puis bon, la définition, ce serait que l'alimentation est exclusivement composée de produits d'origine animale et de viande. Souvent, dans les définitions qu'on entend, il n'y a aucun féculent, pas de produits laitiers, pas de fruits, surtout pas de fruits, oh mon Dieu. Les légumes, je pense que ça dépend. Mais j'avais déjà entendu des gens qui avaient essayé de sortir des arguments de « Ah, les légumes, c'est peut-être pas si bon pour la santé. » Puis je fais comme... Charles, vraiment, là. Charles. Je m'excuse à tous les Charles qui écoutent, là, mais tu Tu sais... sais, Paul Saladino qui essaie de te faire croire que manger des brocolis, ça va fucker ta T3 puis tu vas prendre du poids, là. Hey. Ouais, non, c'est ça. Donc, ce qui est pas. Ben, tu sais, bon, de par la définition, le fait que tu coupes un paquet de groupes d'aliments, donc paquet de vitamines et minéraux, super important à aller chercher, de un. La viande, je veux dire, tu manges une bonne poitrine de poulet, tu sais, si tu as la chance d'avoir des fermiers locaux à qui tu peux aller la chercher, super cool. Mais quand il y a une prédominance de viande rouge, la viande rouge a une certaine dose, ça va venir générer à l'intérieur du corps la formation de certaines molécules qui, de façon trop souvent, peuvent être mauvaises pour la santé. La consommation de viande rouge et surtout les viandes rouges transformées, c'est un des facteurs alimentaires qui est le plus lié au développement du cancer colorectal. Donc, pas cool. Genre le steak haché. Genre le steak haché. Ouais. OK. Ouais. Trop souvent. Mais steak haché va être mieux que genre du... mon Dieu, moi qui mange pas de viande, voyons, genre les saucissons. Oui, les Ouais, plus à cause des nitrites pis Oui, tout ça, là, ouais. oui, entre autres, justement. Je présume qu'en même temps, la viande hachée, si tu la prends plus maigre, ça doit être Oui, mieux ben aussi, oui, là. tout à fait, justement, parce que c'est une viande hachée, justement, qui est plus riche en gras. Les gras qu'on retrouve dans la viande, c'est pas comme dans les noix et les graines, c'est des gras saturés. Et la consommation excessive de gras saturés, ça, c'est comme les... Mon Dieu. J'essaie de repenser au premier épisode si j'avais trouvé une façon funky des méchants bateaux. Mais bref, consommation élevée de gras saturés C'est les pirates. oui, est étroitement liée à l'élévation du cholestérol LDL. Donc, ce que communément... Lui qui fout la merde. Exactement. Ce qu'on appelle, entre guillemets, le mauvais cholestérol, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt le mauvais transporteur du cholestérol. Fait que ça, c'est le méchant bateau qui vient foutre de la merde partout dans ton corps. Et ça, c'est directement lié au risque de maladies cardiovasculaires. Donc, il y a deux aspects. Le fait que tu viens couper plein d'aliments. Puis je dirais que c'est même probablement l'effet le plus important qui est négatif. Tu viens couper un paquet d'aliments qui sont essentiels pour la santé. Puis, mon Dieu, juste de la viande, sont où tes fibres? Je veux pas savoir la digestion de ces gens-là à long terme, à quel point ça doit être épouvantable. Ah, moi, écoute, j'avais fait un 3 semaines keto à un moment donné, puis la première semaine et demie, mettons, là, à couper tous les carbs, là. Oh, que la digestion était pas agréable. Ah, ça devait pas être le fun. Ballonné constamment. Des beaux petits cacas, genre 1 sur l'échelle de Bristol. Ouais, exactement. Genre des boules, là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis l'aspect, justement, que comme n'importe quoi, si tu en consommes en excès, ce sera pas super pour le corps. Fait que ouais, voilà. Puis par rapport aux seed oils. Ouh, les seed oils! Les huiles végétales, c'est pas clair pour moi de où c'est parti le hate Ouais. pour tout ça, mais vraiment, là, comme fear-mongering, hate. Ouais, genre l'huile comme... de canola, c'est le démon. Hey, il existe Ouais. même, je savais même pas ça parce que c'est drôle qu'on en parle. J'ai eu une entrevue il y a 2 semaines sur ce sujet-là, puis c'est le journaliste qui m'a appris qu'il existe maintenant une application qui recense les restaurants qui utilisent des huiles végétales. C'est fou, là! Tu sais, développer une application, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. En tout cas, moi, ça m'avait scié les jambes en deux. Fait que oui, il y a vraiment un gros phénomène de fear-mongering autour de ça. Mais c'est parce que, tu sais, j'écoutais du monde en parler des fois, puis du monde qui ont un peu plus une tête sur les épaules, puis qui sont capables d'ajouter du contexte, mettons. Puis, tu sais,
un argument qui revenait souvent par rapport à ça, c'est pas tant les seed oils en soi qui sont, entre guillemets, dangereuses. C'est plus que elles sont souvent associées à des aliments qui sont ultra transformés. Exactement. Et ces aliments-là sont faciles à surconsommer. Tout à fait. Ce qui fait en sorte qu'on en consomme trop. Exactement. Trop de calories. On a tendance à prendre du poids. Fait que, tu sais, c'est pas l'huile en soi qui est en mauvaise, c'est la surconsommation à travers des produits ultra transformés. Tout à fait. Non, tu as vraiment une grosse partie de la réponse à ça. Puis c'est vrai que dans le monde des huiles végétales, ils vont tous avoir des profils d'acides gras qui sont différents, dont certains qui sont peut-être plus intéressants pour la santé. L'huile de canola, puis ça, je trouve ça dommage parce que c'en est une qui est très... qui va être beaucoup dénigrée, alors que c'est une huile qui contient quand même un ratio d'oméga 3, oméga 6 qui est plus intéressant que d'autres huiles végétales. En cuisson, elle a un point de fumée qui est très élevé parce que oui, on parle de l'huile d'olive, à quel point c'est bon pour la santé, mais de l'huile d'olive extra vierge, si tu mets ça sur tes légumes au four à 450 Fahrenheit, ton huile, elle va oxyder. Et là, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, l'huile de canola en cuisson, c'est vraiment super cool à utiliser. Puis, tu sais, oui, il y a peut-être d'autres types d'huile. De sources végétales, l'huile de soya parfois, de maïs, de cartame, qui, eux, vont peut-être contenir plus d'oméga 6. Puis ça, on en a déjà beaucoup dans l'alimentation, donc c'est pas forcément ce qui est peut-être le plus intéressant, mais encore une fois, si tu en consommes une fois de temps en temps dans certains produits, quand tu manges tes chips, c'est pas ça qui va venir foutre ta santé en l'air. Donc, encore une fois, c'est un peu comme... quand on parlait je pense des pics de glycémie ou des shots de curcuma, c'est que ça vient attirer l'attention des gens à des détails qui sont pas pertinents ou peu pertinents pour leur santé. Donc, oui, si on est capable d'avoir majoritairement de cuisiner avec de l'huile végétale pour nos salades, l'huile de canola pour la cuisson, ça va être plus intéressant que d'autres types d'huile. Mais encore une fois, il faut regarder the bigger picture. Donc, si tu consommes, oui, beaucoup d'aliments ultra transformés, ben oui, tu vas avoir beaucoup d'huile végétale peut-être de moins bonne qualité, mais c'est aussi que tu vas avoir beaucoup d'agents de conservation, de sucre, de gras et d'autres molécules qui sont moins funky pour le corps. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, je pense que là, tu vas le savoir plus que moi, fait que tu pourras me corriger, mais je pense que quand ils comparaient, mettons, les gras saturés par rapport aux, mettons, les seed oils, à quantité égale, je pense que c'était les seed oils étaient soit neutres ou positives par rapport aux gras saturés. C'est exactement ça. Là. Donc, ouais. Si vous cuisinez avec de l'huile de canola, d'huile d'olive à la maison, continuez à le faire. Puis, c'est ça. Téléchargez pas la petite application là, qui va vous faire peur et tout par rapport à ça. Le problème, c'est pas l'huile, c'est dans comment tu t'en sers. Ben oui. Puis encore là, de l'huile, c'est sûr. On pourrait dire ça de beaucoup de choses. Ben oui! Tout à fait. All right! Hey, on est bon, je pense qu'on y va. On clenche ça quand même. On était capable hein? d'enclencher plus que je pensais. Cool. Yes. Autre affaire que je vais ressortir pas mal ces temps-ci, eau du robinet versus de l'eau comme filtrée. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant quand tu m'as posé cette question-là parce que c'était jamais un truc où j'avais plus qu'il faut pris le temps d'aller lire ou regarder des études sur le sujet parce que on va dire rester hydraté, tu veux un beau pipi clair, jaune pâle et pas jaune super foncé. Et tu veux pas que ça soit comme littéralement de l'eau que tu pisses non plus, là? Non, ça non plus parce que là ça veut dire que tu es peut-être surhydraté, qui est une chose qui se peut. Puis c'était vraiment intéressant parce que oui, on peut surconsommer de l'eau. Oui, Simon? Attends, je la surconsomme pas. J'ai de l'activité physique puis du sel en tabarnak. Là. Oui, puis si tu prends de la créatine moindrement, tu veux quand même un petit peu plus d'eau pour que, c'est ça, diluer le tout. Mais oui, puis il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. La réponse serait peut-être pas la même si on était dans le sud des États-Unis ou en Europe, parce qu'au Québec, on a la chance d'avoir une eau qui est vraiment de très grande qualité. Donc, l'eau du robinet, pour la vaste majorité des gens, il n'y a vraiment pas de stress avec ça. Du moins ici. Oui, du moins ici. Par contre, même au Québec, il y a une région pas très loin, j'y arrivais ce matin, Montréal, où il y a beaucoup d'habitations qui ont encore des conduits d'aqueduc qui ce sont des entrées de plomb, où les niveaux de plomb, c'est certain, vont être plus élevés dans l'eau. Et là, la filtration de l'eau va être importante. Puis, on pense parfois que filtrer de l'eau, plus elle est pure, mieux c'est. Mais l'eau, lorsqu'elle est trop filtrée, on vient aussi perdre... les minéraux. Exactement. Et c'est un risque de carence. Là, si tu prends de l'eau qui est ultra pure tout le temps, tu n'as pas le calcium, le magnésium, le sodium, le chlore qui vont s'y retrouver, qui sont importants pour la santé. Donc, pour la grande majorité des gens au Québec, consommer de l'eau du robinet, il n'y a vraiment pas de souci. Et pour les entrées de plomb, à Montréal, je sais qu'il y a une carte que tu peux regarder pour voir si tu es sur une entrée de plomb, mais là, la filtration de l'eau va être importante. Et j'ai même su, il y a différents filtres Brita. Pour le plomb, il faut prendre le filtre bleu.
Donc, je connaissais pas, en tout cas, moi-même, je savais pas. Fait que bref, si vous habitez à Montréal, le filtre Brita, il y en a certains selon, justement, pour le niveau de filtration. Puis c'est important de changer le filtre aussi, parce que si tu utilises un filtre, mais tu le changes jamais, c'est parce qu'à un moment donné, tout ce que le filtre retient, c'est ça que tu fous dans ton verre. Ouais. Cool. Mais là, c'est parce que les gens qui font le système de filtration des eaux, Myriam, c'est rempli de trucs qui sont pas bons pour la santé, puis ils sont chimiques, puis là, c'est plein de chlore. Fait que là, tout le monde s'intoxique parce qu'ils veulent intoxiquer la population. Mais là, l'air que tu respires, les aliments que tu consommes, tu sais, il y a un niveau de contamination minimale dans à peu près tout ce qu'on consomme, l'air qu'on respire. On a eu beaucoup d'épisodes de smog cet été, puis on dirait que les gens pouvaient plus capoter sur l'eau, mais l'eau dans les aqueducs municipaux est testée avec des niveaux très sévères au Québec, du moins, pour s'assurer que ce soit respecté. Donc, pour vrai, il y a bien des choses pour lesquelles on peut stresser dans la vie, mais l'eau du robinet... Ouais, mais là, les trucs chimiques qu'ils mettent dans l'eau pour qu'elle soit buvable... Ben ça, c'est important parce que ça va venir tuer les bactéries, les micro-organismes qui, eux, peuvent te rendre crissement malade. Voilà. Merci. Tu as d'autres questions? Non? Ben, c'est ça. Je vais prendre une gorgée d'eau pas filtrée. Pas Oui, filtré. ben oui, vas-y, je vais Moi, faire... mon entrée d'eau, je suis chanceuse. J'habite à Montréal et pas sur une entrée de plomb. Donc, je suis tigidou. You're good to go. Ensuite de ça, fructose. Yes! C'en est un autre. J'avais lu framboise. J'étais comme... Parle-moi des framboises, Ouais. Myriam. Mais Non. les Ce framboises- délicieux Mais fruit. c'est tellement cute, puis c'est tellement bon. Non, mais pour vrai. Puis et moi, j'ai une anecdote avec mon chum. On avait été cueillir des framboises. Puis moi, je suis pas très patiente dans la vie. Puis je comme des framboises. Lui, il prenait le temps de prendre toutes les framboises du buisson, une à une. Puis j'étais comme, t'es tellement cute. Nous autres, on est là, on shake la branche. Ah ouais, c'est dans le panier. Chacun son truc, hein? Mais non, c'est ça, fructose, parce qu'il y a beaucoup de monde qui associe fructose, vraiment le fruit, le sucre dans le fruit, Ouais. à fructose, justement, tu sais, mettons les high fructose corn Ouais. syrup qu'on va retrouver Ouais. plus dans les liqueurs, des affaires comme ça, puis Les ils sont comme... céréales et tout ça, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Là, ils vont être comme, mais c'est la même affaire qui est dans les fruits, il faut pas que tu prennes du fruit, Ouais. parce que ton muscle peut pas l'utiliser, puis... Oh mon Dieu. Ouais, ouais, Fait que ouais. veux-tu nous en parler un peu? Bien sûr. Donc, les sucres, c'est une grande famille. Ils ont beaucoup de frères et sœurs. Et le glucose et le fructose, leur point commun, c'est que ce sont des monosaccharides. Donc, tu as vraiment genre une molécule ensemble. Et le fructose, justement, comme tu as mentionné, se retrouve principalement dans les fruits, le miel, entre autres. Et encore une fois, quand tu manges une pomme ou une fameuse framboise, tu n'as pas juste du fructose. Tu vas avoir d'autres types de sucre, tu vas avoir des vitamines et minéraux, des fibres qui sont super bons pour la santé. Donc ça va. Là, avec le high fructose corn syrup, là, on se retrouve avec des concentrations de fructose qui sont beaucoup plus élevées. Et souvent, ça ne va pas s'accompagner d'autres vitamines, minéraux, etc. Et on les retrouve dans des aliments ultra transformés qui contiennent aussi beaucoup de gras, de sel et alouette. Donc, un peu le même parallèle qu'avec les huiles végétales. Et une des raisons au niveau métabolique pour laquelle le fructose, surtout dans les aliments ultra transformés, ça va être associé à des effets plus négatifs pour la santé. C'est qu'il y a une réaction dans le corps qui se produit, qui s'appelle la glycolyse, pour transformer le glucose en ATP, fait qu'arriver à la petite molécule finale qui nous permet d'avoir de l'énergie. Et cette réaction-là, elle a une enzyme limitante. Fait que ça, c'est comme l'espèce de garde à la porte qui est comme « Yo, enough, tu rentres pas ». Et le fructose vient dépasser cette étape limitante. Donc, le foie peut en accumuler beaucoup plus facilement à des quantités beaucoup plus importantes que le glucose. Et le fructose, lorsqu'il y en a en excès dans le foie, ça va finir par être stocké sous forme de gras, ce qui est pas bon pour la santé. Donc, c'est, tu sais, la rationnelle de « on a peur du fructose », elle a une explication mécanistique, biochimique qui a du sens et qui va se produire si on en consomme trop. Mais le fructose dont on devrait, je ne veux pas dire avoir peur, mais qui va être plus responsable de ce phénomène-là. On devrait le limiter un peu plus, mettons. Oui, exactement. C'est celui qui va se retrouver dans les aliments ultra transformés et pas dans les fruits. S'il vous plaît, les fruits, là, vous avez fait un segment pro-carb. Moi, je vais faire un segment pro-fruits, là. Avant que tu- Pro-framboise, là. C'est Pour vrai, framboise. framboise. Un fruit avec une permanente en permanence. Comment peux-tu haïr la framboise? Elle est tellement cute. Pour vrai, elle est Moi, je poilue. trouve full Elle est fluffy. Et Fluffy, oh. On aime le flou. Tu peux pas avoir un chien et une framboise. Une framboise! Non, mais pour de vrai, Ben, je mangerai pas mon chien, là. ouais. Je Ouais. viens de créer un malaise, là, hein? Ça, les deux étaient comme... Des fois, j'ai un bon sens de la répartie, mais là, j'étais comme ouf, celle-là, Ben je l'avais non. pas vue. Non, c'est ça, moi non plus. Mais tu sais, la quantité C'est pas de le genre fruits, de hot dog que je consomme. la Merci, Sim, je suis quantité de rassurée. fruits qu'il va falloir que tu manges avant d'avoir un niveau de fructose qui est dangereux pour ta santé,
Comme, prépare-toi à en manger des bananes et des pommes, mon chum. Là. Ah, Eh ouais, il y a personne qui est devenu obèse à manger trop de bananes. Là. Non, mais essaie de penser, mettons, le manger 10 pommes dans une journée. C'est beaucoup. Puis 10 pommes, tu sais, ce serait beaucoup, mais encore, tu sais, quelqu'un qui aime bien les pommes pourrait se rendre là, mais Colin, manger 10 pommes, 15... 10 pommes, ce serait même pas assez là, pour que le niveau soit excessif. Puis encore là, il faudrait que tu manges 10 pommes pendant combien de temps Exactement. avant que ça finisse par devenir un problème? Ouais. Il y a 10 pommes ou 3 personne qui va bananes. faire ça. Là. Ouais. Fait que bref, manger des fruits, gang. C'est ça. N'ayez pas peur des bananes. Puis même, je pense qu'il y avait des études qui avaient comparé, mettons, avec des gens qui étaient pas en surplus calorique, de remplacer le fructose, vraiment comme high fructose corn syrup, par d'autres types de glucides. Ouais. Puis ça n'avait pas vraiment d'impact tant que ça sur la santé. Oui, je sais qu'il y a eu des études récemment où est-ce qu'ils ont regardé si ça s'était substitué par du sirop d'érable. Puis ça, justement, il y avait eu, je pense, des petits effets métaboliques qui étaient un peu plus intéressants. Mais encore, justement, tu le mentionnes, l'effet du surplus calorique quand tu as quelque chose en excès, c'est que là, mettons que tu as un excès de glucose par rapport au fructose. Le fructose, lui, peut, à cause qu'il peut bypasser le gros garde du corps de la glycolyse, lui va pouvoir plus facilement aller se stocker dans le foie. Donc, encore une fois, trop de n'importe quoi, c'est pas bon. C'est ça, le poison est toujours dans la dose. Ben oui. Tu sais, au même titre que, si tu veux te prendre, mettons, une canne de Coke diète, whatever, ben une canne de Coke, j'aurais tendance à te recommander un diète. Personnellement, parce que je me dis, ça c'est ma mentalité de je suis plus du côté fitness. Ouais. J'aime mieux investir mes calories dans quelque chose de plus solide parce que ça va me donner plus de bouffe. Ouais. C'est moi, la nuance que j'aurais, ce serait, c'est quand dans la journée que tu le prends. Un cycliste Aussi. qui est au milieu de sa raide de 100 km, je vais Ouais, dire, oui. C'est ça. prends un vrai Coke, alors que tu as un barbecue avec des amis, ben écoute, si le Coke diète te va, vas-y. Là. Je me dis, par exemple, pour une ride de vélo, tu vas probablement vouloir Ça te tente pas limiter ouais, les bulles. c'est là. ça. Tu veux pas les Ben, bulles. moi, honnêtement, unpopular opinion, je n'ai jamais, même quand j'étais au primaire, là, les boissons gazeuses, genre le Crush, le Pepsi, le 7-Up, j'ai jamais aimé ça. Fait que pour vrai, pour moi, je pense que l'effet sur mon corps, c'est peut-être plus dur de l'imaginer, Ouais. mais effectivement, mais pour vrai, j'ai des amis, eux, ça les remet sur le piton. Je Ah, sais pas ouais. si c'est l'effet réconfortant, mais effectivement, dans des longs efforts, venir ingérer autant de bulles... Ouais. Ouais, tu sais, Ouais, je c'est sais que tu une me digestion disais- Moi, c'est fragile. vraiment plus pour l'effet de l'air que d'autres choses. là, C'est que ça, tu sais, je suis sais que tu nous parlais la dernière fois que tu pourrais juste prendre l'équivalent de genre un jus puis Oui. mettre du sel dedans pour avoir un peu d'électrolyte puis de Ouais. sodium tout simplement puis ça pourrait être bien Ouais, parfait. tu veux là. un peu dans de l'eau et tout, mais effectivement, quelqu'un qui a une digestion fragile, là, de venir, tu sais ça, les boissons gazeuses, c'est le fun, ça pétille, mais c'est que tu viens gérer de l'air et de l'air dans un intestin, ben ça gonfle. Ben c'est ça. Mais tout ça pour dire que tu sais, si au lieu de prendre ton Coke diète, tu le prenais normal, t'en prends une fois par pleine lune. Mais c'est pas ce Coke-là qui va te Ben tuer, non. là, je veux Non, dire. non, Puis surtout si t'es pas en surplus calorique à la fin de la journée, Ben ben, non, OK, exact. t'auras eu un 40 grammes de sucre, peut-être de plus, mais c'était une fois par mois. Ben, ça va, là. Puis, tu sais, je dis une fois par mois, ça pourrait être plus fréquent que ça, mais je veux dire, c'est toujours une question de Tu dosage. viens finalement, là. contextualiser, Ouais, justement. c'est ça, avec Ouais, le reste exact. de l'alimentation. C'est tout à ça. fait, ouais. Ensuite de ça, on parlait de carbs. Les Yes. carbs, le soir versus le matin. Ouh! Y en a-tu un qui est mieux? Toujours une question de contexte. je sais. Toujours une bonne question. En fait, bon, matin et soir, ça va être pertinent, intéressant à avoir. Puis le matin, tu sais, pour bien commencer sa journée, je pense que c'est encore plus important, surtout parce qu'en Amérique du Nord, on a tendance à avoir des déjeuners qui sont très riches en glucides simples, qu'on va digérer rapidement, qui vont pas permettre d'avoir un niveau d'énergie qui est constant, puis qui peuvent faire en sorte qu'on va avoir faim, envie de grignoter un peu toute la journée. Donc, glucides le matin, oui. Puis je dis oui le matin, puis des fois, il y a comme une peur autour de genre, pas de glucides le matin, ça va mal starter ta journée. Non, pas forcément. Puis même moi, ce que j'observe, c'est documenté dans la littérature, je le vois avec mes clients et mes clientes. Les gens qui sont comme, les glucides, c'est pas bon, je coupe ça le matin, vont souvent finir par binger sur autre chose le soir. Ça va résulter en justement des cravings un peu plus importants. Donc, quand on consomme des glucides le matin, de l'avoine, des toasts à grains entiers, donc, mon Dieu, là, je m'en vais vers les pâtes, mais je suis comme des pâtes le matin. C'est un peu, c'est un peu plus rare. Là. Donc, matin ou soir, ça va être... Mais on ben, peut-tu correct. faire une aparté sur les pâtes de légumineuses? C'est tellement un cool carb, je trouve. là. Oui, tellement, tellement. Moi, c'est ça, j'en ai déjà goûté. J'aime full ça. Juste que c'est cher. Mais une fois de temps en temps, je trouve ça vraiment le fun. Non, mais pour vrai, c'est une façon très simple de venir justement augmenter ton apport en fibres.
Puis non, c'est super cool, les pâtes Moi, de c'est ça que légumineuses, je recommande à la plupart de mes clients qui me disent qu'est-ce que tu penses des pâtes. Ben, évidemment, Ouais. je vais contextualiser toujours autour. Mais je dis, si t'aimes les pâtes de légumineuses, pour vrai, là, Go for it. Là. vas-y là-dedans, ma blonde. Puis moi, à chaque fois qu'on se fait des pâtes, là, j'en ai plus dans mon plan en ce moment. Ouais. Mais je veux dire, quand je me laissais en prendre, on y allait toujours pour des pâtes de légumineuses. C'est cool parce que, tu sais, ta portion, tu vas avoir, je veux dire, pour l'équivalent qui est écrit sur la boîte, là, je sais pas c'est combien, mais tu vas avoir environ 60 grammes de glucides, qui est vraiment la normal moyenne pour les une pâtes. portion de pâtes. Ouais. Mais tu vas aussi avoir comme 20-22 grammes de protéines, dépendamment des types de légumineuses que tu vas aller chercher. Ouais. Nous autres, on était forts sur les pois chiches et lentilles, Ouais. puis les chickpeas. Puis tu vas avoir genre 10-12 grammes de fibres juste là. Oui. C'est fantastique, là, comme Exactement, prends ça. ouais. Puis tu sais, mettons justement en ordre de, tu sais, bon, des pâtes blanches, là, mettons que tu te fais là, un bon repas classique italien. Vas-y avec la pâte maison, tu sais, le truc italien classique. Ensuite, pâtes à grains entiers, super intéressant, meilleur rapport en fibres, mais les pâtes de légumineuses, c'est que tu as plus de fibres et plus de protéines aussi. Donc ça, c'est très chouette. Ouais, non, vraiment un super cool produit qu'ils ont développé. Ouais. Fait que finalement, les carbs matin versus soir. Ouais. Fait que matin, ça a sa pertinence aussi. Le soir également. Là, je sais que des fois, il y a la crainte. Non, mais là, en fin de journée, si je dépense plus d'énergie, je vais stocker les glucides sous forme de gras. Non. Le moment où est-ce qu'on stocke du gras, c'est qu'on est en surplus calorique, que ce soit qu'on consomme trop de protéines, trop de gras ou trop de glucides. Puis, tu sais, dans un contexte où on veut avoir un gain de masse musculaire, tantôt, tu nommais, les gens ont peur de l'insuline parce que ça permet de stocker du gras. L'insuline, là, c'est une hormone anabolisante, ce qui veut dire que ça permet de bâtir des tissus. Donc, après des gros entraînements, où est-ce que là, bon, des entraînements en force, tu as fait de la muscu et tout, d'avoir, oui, des protéines, mais aussi des glucides pour avoir ce relâchement d'insuline qui va permettre de venir bâtir du tissu, c'est vraiment important. Donc, ton apport en glucides, si tu veux l'avoir de façon répartie au cours de la journée, idéalement principalement des glucides complexes. Et les glucides, c'est aussi important pour la synthèse de la sérotonine, qui est importante pour la mélatonine également. Donc, les glucides le soir pour aider à dormir. Oui, et de bonne Ça humeur. veut pas dire clenchez-vous 28 Oreos. Non, c'est pas ça le point. Plus un petit bol de gruau, mettons. Oui, ou tu sais, bol de yogourt avec du granola, je sais pas, là, un pain aux bananes maison que tu as fait avec un verre de lait de soya ou un bol de yogourt grec, peu importe. Là. Donc, il ne faut pas avoir peur des glucides. Puis, moi, c'est ça ma collation de soir en ce moment, là, comme un bol de gruau avec des fruits et un peu de beurre de noix. Là. Ouais. Puis, tu sais, corrige-moi si je me trompe, Myriam, mais moi, la façon dont je le contextualise à mes clientes, c'est exemple que tu sais, c'est beaucoup du cas par cas de regarde où est-ce que les glucides te font sentir bien dans la journée parce que c'est pas tout le monde qui va les métaboliser de la même façon et c'est pas tous les glucides qui vont te faire sentir de la même façon non plus. Fait que tu sais, il y a des gens qui sont capables de prendre 2 tranches de pain le matin avec des œufs, des choses comme ça, qui vont bien sentir. Il y en a d'autres que tu vas avoir effectivement les crashs d'énergie en après-midi, que tu vas avoir envie de grignoter tout le temps. Si tu fais partie de la catégorie numéro 1 puis que tu le digères bien puis que tout va bien, ben vas-y, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais partie de la... Tu sais, si tu me dis, je travaille assis toute la journée dans un bureau, tu n'as peut-être pas besoin de manger 2 tranches de pain en te levant le matin, puis ça se pourrait que tu réagisses un petit peu moins bien en mangeant ça, surtout si tu n'as pas, mettons, des bons gras à côté ou que tu n'as pas une bonne source de protéines à côté, tu sais. Fait que c'est tout le temps de contextualiser quand tu sais, tes glucides, moi, je suis pro-glucides 110%, mais de les utiliser pour que tu te sentes bien dans ta journée. Tout à fait. Puis de voir justement, OK, peut-être que les 2 tranches de pain, ça fait pas, mais est-ce que du gruau, ça va mieux? C'est ça. Est-ce que des pommes de terre avec tes œufs, ça va bien aussi? Donc, c'est de voir justement les différentes alternatives. Puis de se rappeler aussi, tu sais, des fois, on a comme un bug sur c'est les glucides le matin qui causent mon crash d'énergie en après-midi. Mais ta nuit de sommeil avant, t'as-tu une collation le matin? Ton dîner, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que c'est le gros frappuccino du Starbucks sur le pouce avec un petit sandwich qui contient pas grand-chose? Il faut toujours aller regarder le portrait global. Parce que ta gestion de la glycémie, elle est aussi affectée par ton sommeil. Oui. Beaucoup. Oui, puis quel type de glucides que tu as mangé? T'as-tu mangé 2-3 tranches de pain blanc et de la confiture ou t'as mangé un bol de fruits ou t'as mangé du gruau ou t'as mangé... Parce que t'avais beau, tu sais, les calories puis les macros avaient peut-être beau être les mêmes, le type de glucides que tu vas manger n'aura pas le même les impact. micronutriments que tu as pris dedans. Hey, ça me fait penser, je ne l'ai pas mentionné, mais ça, c'était un autre truc avec la glucose goddess qui me sciait les jambes en deux. Elle démonise beaucoup l'avoine, le gruau. Parce qu'il y a un gros spike de glycémie qui vient avec l'avoine. Mais, je veux dire, le gruau en soi contient des fibres. Souvent, c'est rare que tu manges juste du gruau seul. Tu sais, tu vas avoir un beurre de noix, ça va être avec du yogourt, des fruits, peu importe. De la cassonade. Pas de la cassonade, des fois, oui, mais de la canelle. Oui, de la poudre de protéines dedans. Oui, moi aussi, des fois, j'aime mettre de la poudre de protéines dedans. Ça ajoute un goût qui est super le fun. Puis, une autre des choses, c'est qu'on parlait avec la diète carnivore de l'augmentation du cholestérol LDL. L'avoine, dans le corps, une des choses que ça va faire, c'est que ça va venir se lier à la bile
stable qui est très riche en cholestérol. Donc, ça va être extrait. Et puisque le cholestérol, on en a besoin, mais ça va forcer le corps à utiliser ses propres réserves de cholestérol pour en synthétiser à nouveau. Donc, c'est une façon de venir diminuer le cholestérol en circulation. Fait que go l'avoine. Et comme tu mentionnais aussi, c'est d'arrêter de prendre un aliment. Tu sais, on va prendre exemple, moi j'aime beaucoup la banane, mais comme de prendre, OK, mais là tu fais un plus gros spike de glycémie à cause que tu manges une banane, mais là, tu sais, puis de dire, mettons, les petits fruits, c'est meilleur pour la santé parce que c'est plus antioxydant. Mais la réaction chimique de tout ce que tu manges à la fin de ta journée a un impact aussi sur ta santé. Ben oui. Tu peux pas juste prendre un aliment puis dire il est bon, il est pas bon, ou il est meilleur ou il est moins bon qu'un autre. Ultimement, la variété, c'est ça qui est important. Puis, tu sais, du potassium, c'est important pour la santé. Puis oui, les fameuses framboises, on en a fait, là, on en a beaucoup parlé tantôt. Quel sujet pertinent. Ouais. L'autre fois, c'était les Quel sujet pertinent. C'était le meilleur ton que j'ai entendu. On dirait que je sonnais comme si on était genre à Découverte ou à Radio-Canada. Alors, comme quel sujet pertinent. Non, mais vraiment avec un ton de, justement, animateur de documentaire. Là. Quel sujet pertinent. Mais tu sais, bref, des fraises, des mûres, ça va apporter des micronutriments qui sont ultra pertinents pour la santé, mais ultimement, je veux dire, eux seuls, vont pas tout amener ce que tu as de besoin. La banane à elle seule va pas amener tout ce qu'on a de besoin. Puis moi, honnêtement, mettons, on parlait que je suis en vélo tantôt. Si j'ai une collation à prendre 30 minutes avant une sortie de vélo, ben je vais me claquer une banane plutôt qu'un bol de fraises. Don't get me wrong, j'adore les fraises. Mais banane qui est plus riche en glucides, plus solide, des fois qui vont plus me remplir l'estomac, ben c'est ce que je vais choisir de prendre. Et on a le droit de prendre une banane au complet. Le fuck sur la demi-banane seulement tout le temps, là. Je comprends pas ça. Un de mes clients m'a dit qu'il travaillait avec une fille qui était allée voir une nutritionniste. Puis que la nutritionniste lui avait dit de ne pas prendre plus qu'une demi-banane par jour. C'est de la vieille école de pensée. On. Ou tu sais, le seul contexte où je pourrais voir où on serait comme, OK, une demi-banane, c'est quelqu'un qui a le diabète et qui doit respecter un certain nombre de glucides. Fait que, tu sais, OK, si tu mets, tu prends des toasts au beurre de pinot avec des bananes, là, si tu as déjà ton pain, ben là, au niveau des glucides que tu dois prendre pour limiter, là, dans ce cas-ci, le pic des glycémies, parce que tu as une condition chronique où ça, c'est problématique, là, oui, demi-banane, mais ça, c'est triste. Non. Ouais, il m'a dit ça, puis j'étais comme... Allez pas voir des nutritionnistes qui disent que c'est une demi-banane. Non. Ça, c'est le bout où il m'avait posé la question, puis je pourrais peut-être la poser, voir qu'est-ce que t'en penses. Il me disait comment, en tant que personne qui étudie pas là-dedans, tu fais pour différencier les professionnels qui vont donner, entre guillemets, des bonnes recommandations versus ceux qui vont en donner des moins bonnes, parce que j'ai l'impression, je veux dire, c'est exclusif à aucune profession, il y a des bons et des moins bons dans toutes les professions, mais quand tu connais pas ça, comment tu fais pour avoir quel genre de barème que monsieur, madame, tout le monde pourrait appliquer pour peut-être être capable de faire un tri? Tu sais, je pense que c'est important de magasiner son professionnel de la santé comme on magasinerait une maison ou un vêtement. Tu sais, avant d'acheter quelque chose, tu vas te renseigner sur le produit, savoir si ça vaut la peine de dépenser pour ça. Puis, à la base, c'est un professionnel de la santé qui a un discours complètement à l'opposé de ses pairs dans le domaine. Ça devrait lever un petit drapeau rouge. Tu sais, c'est comme vous dans votre domaine, là, si quelqu'un disait hey, la seule façon là, de muscler son dos, c'est de faire des deadlifts. C'est pas... Oh, c'est que je suis prête à me pogner avec. Non, mais tu sais, c'est ça. Je suis contente en plus. Là, je réfléchis à 100 000 $. Il faut que je trouve un exemple qui t'appogne. J'ai réussi. Mais bref. T'en as pogné un bon. Yes! Mais c'est ça. Est-ce que la personne a un discours qui est complètement à l'opposé? Est-ce que cette personne-là, elle est reconnue par ses pairs? Donc, est-ce que quand on parle à d'autres entraîneurs, les gens vont dire « Ouais, Sim, il y a de l'allure. Jess, elle a de l'allure. » Ou Myriam, comme nutritionniste, est-ce que je suis respectée par mes pairs? Puis, c'est important de questionner aussi, quand les professionnels font des recommandations, est-ce qu'ils sont capables de nous expliquer pourquoi? Et ça, un professionnel devrait toujours être capable de répondre et, à mon avis, devrait toujours prendre le temps d'expliquer le pourquoi parce que ça fait en sorte que la personne, elle comprend pourquoi elle applique une certaine recommandation plutôt que juste le faire de façon aveugle. Puis si la personne a un doute puis dit « Hey, tu sais quoi, moi, ça, une demi-banane, on dirait que je comprends pas pourquoi. » Le professionnel de la santé doit toujours respecter, toi, tes préférences. Ultimement, moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Moi, je suis votre copilote. C'est vous qui tenez le volant. Je vais vous donner des indications. Je vais vous dire, hey, on est peut-être mieux de tourner à droite parce qu'à gauche, c'est très rocailleux. Mais au final, si vous voulez aller à gauche, je vous accompagne. Je vais être là pour vous aider si à un moment donné, vous voulez virer de bord. Puis sinon, je vais vous accompagner aussi bien que possible sur le chemin rocailleux. Fait que ça, c'est un truc. Puis tu sais, de ne pas hésiter justement, mettons, la personne qui s'est fait dire une demi-banane, bien, c'est bizarre. Est-ce que d'autres nutritionnistes disent ça? Puis de ne pas hésiter à challenger son professionnel de la santé par rapport à ça.
Fait que, ouais, ce serait peut-être des petits conseils, Ouais. mais c'est pas évident. C'est pas Ben, évident. je suis content parce que ça ressemblait à ça la réponse que j'avais donnée, fait que c'est cool. Mais ça revient aussi à ce qu'on disait tantôt dans le podcast avec Michael. C'est toujours le spectrum entre ce que ton client il a de besoin et ce que ton client veut. Oui, Puis totalement. t'essayes de le rejoindre Quelque à quelque part entre les deux. Exactement. tu sais. Ouais. Un beau green flag pour reconnaître un professionnel de la santé qui fait du sens, selon moi, c'est la nuance. Ben oui. Quelqu'un Oh mon qui Dieu, parle oui. de façon Merci. nuancée. Oui, vraiment. Parce que la personne va t'ajouter du contexte, va naturellement te donner des explications, va avoir l'humilité de dire « Hey, ça, c'est pas mon domaine, soit je vais me renseigner ou je vais te référer à quelqu'un d'autre. » Exactement. Si la personne veut absolument te garder puis dire « Ben, c'est ça qu'il faut que tu fasses, puis nanana, puis ça, c'est un red flag. Ouais. Très bon point. J'aime cette question. Excellent. J'aime toutes vos questions. Hey, écoute, il nous en ça, reste Eti. encore une coupe. Il te reste 15 minutes. On Ouais, il va me essayer de reste 15 déclencher. minutes. OK. Ensuite de ça. En rafale. Ouais, puis moi, il faut que j'aille acheter mes rats. Oui, OK. Oh, oui, c'est pas à toi qu'elle disait ça tantôt. Non, mais tu peux pas juste drop ça puis pas me donner de contexte. C'est quoi ça? OK, attends, on va en parler après parce qu'on va essayer de clasher Ok, ça. on clenche les questions. C'est bon. Pendant que je me change pour retourner en vélo. Ensuite de ça, les aliments que les gens vont brander comme Nature's Ozempic. Ah, il y en a plein, là, genre l'huile d'olive, la berbérine, c'est Oui, comme des affaires oui, que oui. c'est comme t'as pas besoin d'Ozempic, t'as juste à prendre ça. Ouais. Puis j'avais vu aussi ce matin le fameux Oat Zempic. Ça, je pense que c'était beaucoup sur TikTok. C'était genre de blend. Old Zempic. Oat Zempic. Ah. Fait que genre avec genre oat de l'avoine. Puis c'était genre un blend d'avoine, d'eau et de jus de lime. Ouais. Ceux qui écoutent en vidéo, on a toute une face de genre. Ouais, c'est Yes, ça. en face. Attends, on va juste parler vite pour que la caméra revienne sur nous autres. Ouais. Ben dans le fond, qui est l'Ozempic, un médicament qui ne pourrait pas être plus d'actualité, qui est sur toutes les lèvres, dans toutes les pubs de Jeux olympiques. Ça, c'était vraiment... Ouais, je trouvais ça particulier. La publicité, en fait, pour les médicaments en général, weird. Oui, moi aussi, non, vraiment Pas down. Vraiment pas fan, vraiment pas fan. Vraiment bizarre. Non, Puis vraiment. le pire, c'est qu'à chaque fois que j'en vois, je suis comme, le médicament, il est super pertinent, mais Oui, je oui. vois pas pourquoi on l'advertise à tout le monde. Non, c'est C'est ça. trop contextuel. Je n'ai jamais vu aucun médicament être aussi advertised, à part peut-être genre Viagra. Ouais. Ouais, Cialis, genre. Là. Ouais. Mais Ouais. what the fuck? Ouais. Mais en gros, l'Ozempic, c'est un analogue d'une molécule qui s'appelle le GLP-1 qu'on sécrète dans le corps. Shout-out à Benoît Arsenault qui a fait des podcasts là-dessus. Si vous voulez connaître Ozempic bord en bord, là, vous allez devoir le réécouter genre 10 fois avant de comprendre. Là. Mais c'est quoi le nom du podcast? C'est les voies métaboliques. Les voies métaboliques. Ouais. Pour Sur vrai, YouTube ou podcast. Ouais. Spotify, là, il a fait 3 bons épisodes Ouais. sur décrire Ozempic et ses fonctions. Même, moi, je suis beaucoup de genre à écouter audio, mais YouTube, ils font un magnifique travail de montage vidéo. Pour ceux Ouais. qui sont plus visuels, là, c'est vraiment nickel. Là. Ouais. Mais ouais, en gros, Ozempic, GLP-1, un analogue de cette, un agoniste, pardon, de cette molécule-là. Puis le GLP-1, entre autres, ce que ça fait, ça peut venir agir au niveau du cerveau pour venir réduire les cravings. Ça ralentit la vidange gastrique, ce qui fait que la bouffe reste plus longtemps, fait que ça prend plus de temps avant qu'on ait faim. Donc, c'est certains des mécanismes qui font en sorte que les gens vont perdre du poids avec ça. Et là, justement, il y a des gens qui vont sortir toutes sortes d'allégations comme quoi certains aliments pourraient reproduire cet effet-là. Puis, tu as nommé, mettons, certains fruits et tout. Je veux dire, c'est bon pour la santé, pas de problème, mais quelqu'un qui a réellement besoin d'Ozempic, c'est pas du berbérine qui va venir changer ça. Donc, encore une fois, mangez de la variété, mettez des végétaux dans votre assiette, plein d'affaires le fun. Puis cet effet d'Ozempic, vous allez l'avoir un peu de façon indirecte de cette façon-là. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il y a des gens qui, leur claim, c'est souvent que, mettons, tel ingrédient va avoir un impact sur le GLP-1. Ouais, OK, mais comme 1 heure, là. Oui, Genre, l'Ozempic, oui. ça dure pendant combien de temps? tu sais? Ben oui, puis c'est à prendre justement à vie pour que l'effet se maintienne pour les gens qui en ont besoin. Là. Puis un argument que je vois souvent qui me fait toujours rire, c'est ah, mais tu sais, les gens, dès qu'ils arrêtent Ozempic, souvent, ils vont reprendre du poids. Ouais. Les gens, s'ils arrêtent de faire attention à leur alimentation puis s'entraîner, ils vont reprendre du poids aussi. Ouais. C'est un peu le même principe, buddy, là. Ouais, non, tout à fait. Puis, tu sais, il y a des gens qui, ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il y a des gens qui vont perdre beaucoup de poids avec Ozempic, mais parce qu'ils vomissent, ils ont des maux de cœur épouvantables, ils n'arrivent pas à manger suffisamment. Donc, oui, ton poids descend sur la balance, mais tu t'exposes à un risque de carence qui est vraiment élevé. Puis, mon Dieu, que C'est ta pas- vie doit être déplaisante quand tu as des c'est pas diarrhées, le fun. mal Ben au oui, cœur c'est tout pas le sain, temps. là. Non. Oh non, juste, tu sais, les fois où tu as mal au cœur, puis t'es comme, mon Dieu, que genre, la vie était plus belle quand j'avais pas mal au cœur. Fait que bref. Ça, puis quand t'as le nez bouché aussi. Ah non. Asti, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu tiens pour acquis dans Ah la oui, vie, hein? oui. OK, on va prendre un moment pour apprécier le fait qu'on peut tous respirer par le nez. Puis tout le monde écoute.
C'est le pire moment ASMR du podcast. Prenons le temps d'apprécier quand tout le monde est capable de respirer. On fait ça en plein milieu de la saison des rhumes. Je me sens personnellement... Je suis responsable de ce moment déplaisant. Je m'excuse à la communauté du Woke Up and Chose Violence. On a Chose Violence en respirant par la C'était excellent. All right. Ensuite de ça, manger santé égale pas nécessairement perdre du poids. Oui. Ça, je pense que c'est drôle parce que ça, c'est quelque chose que je vois actuellement très, très, très concrètement. On s'entend, ça fait des années, je le sais, mais c'est quelque chose que je vois très, très, très concrètement avec ma mère. Ah ouais? Ma mère m'est arrivée... on parle de ta mère. Simon, t'as-tu des mommy issues? Non, c'est parce que Jess, son call préféré, c'est Ta mère. peu importe dans quoi. Fait que Jess, de quoi qu'on parle cette semaine? Quand j'ai écrit à Jess pour savoir de quoi qu'elle voulait qu'on parle quand on allait te recevoir, j'ai dit... Hey Jess, quand on va recevoir Myriam, de quoi t'aimerais qu'on parle, entre parenthèses, à part ma mère? Fait que là, et elle de répondre... Sa mère. Fait que bref, oui, on va parler de ma mère. Parce que je suis très, très fier de ma maman. Ma mère est venue me voir il y a peut-être 2 mois pour me dire qu'elle aimerait ça perdre un petit peu de poids. Elle est 0 en surpoids, mais elle voulait en perdre un petit peu. Tu sais, ma mère, 5 pieds 9, 160 livres peut-être, à 55 ans, genre. Là. Fait que, tu sais, encore en très bonne santé. Ma mère mange très bien. Très bien. Elle manque de protéines un peu dans son alimentation, mais à part de ça, très bien, très varié, full fruits et légumes. Fait que je lui ai expliqué un peu comment tracker ses calories, ces affaires-là. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que elle mangeait très bien, elle mangeait juste un peu trop. Ben oui. Puis ce qui arrivait, c'est que même pas nécessairement des ultra grosses quantités, mais tu sais, exemple, ma mère, c'est une grosse fan de salade. Elle se fait des salades. Elle fait des salades, comment elle appelle ça? Genre, je vide le garde-manger. Oui. Fait que, tu sais, elle met genre des graines de citrouille, des graines de lin, des noix, des affaires de même. Fait que c'était plein de super bonnes affaires. Mais c'était des affaires qui étaient grasses. Fait que ça monte les calories très assez rapidement. Elle met des avocats, des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est toutes des super bonnes affaires. Ouais. Mais juste caloriques. Ouais. Fait que, en lui faisant commencer à prendre conscience des portions, des quantités et ces affaires-là, elle a mangé les mêmes affaires. Ouais. Juste en un petit peu moins grande quantité. Elle a essayé d'augmenter un petit peu ses protéines. Ouais. Elle vient de perdre 13 livres. That's it. Fait que c'était pas une question que, tu sais, elle mangeait super mal, fait qu'on a tout changé son alimentation. Ouais. Pas en tout, elle a changé fuck all autre que ses portions. Mais tu sais, ça rappelle, je veux dire que la perte de poids, il faut un déficit calorique. Là. Les gens qui prétendent que tu peux arriver à ça sans le déficit calorique, non, c'est juste pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste que le déficit calorique, ça veut pas nécessairement dire de manger 1000 ou 1200 calories dans une journée. Oh non, s'il vous plaît, 1200 calories, c'est les besoins d'un enfant de 5 ans. Ça, là, autre red flag de la demi-banane, mais si quelqu'un dit que vous devez manger 1200 calories par jour... À moins d'être à genre 1 à 2 semaines d'une compétition, là. Contexte spécifique au fitness, mais ça, c'est pas sain. Ça devrait pas être ton mode de vie, 1200 calories. Ça, c'est un objectif, je veux dire, de performance physique et tout, mais c'est pas sain. Non, si t'as besoin d'être à 1200 calories pour perdre du poids, soit t'es en fin de prep ou t'as un autre problème. T'as d'autres problèmes. Ouais. Puis, je veux juste préciser aussi que la plupart... Mais il y a aussi l'effet inverse, parce que moi, ce qui arrive beaucoup, mes clientes, j'ai fait manger, puis ils mangent pas nécessairement énormément de calories, mais juste en changeant les macronutriments qu'ils mangent, tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de calories vides, mais quand tu leur donnes, mettons, un bon 1003, 1004, 1005 avec beaucoup de protéines, beaucoup de bons glucides, sont comme... Je suis pas capable de finir, je mange beaucoup, tu sais, puis ça prend une couple de semaines, puis après ça, ils sont comme, OK, là, je commence à avoir faim, tu sais, parce que t'es habitué, mais il y a ça aussi, le fait que quand tu manges des vrais bons aliments pas transformés, ça bourre beaucoup plus aussi. Ben oui, tout à fait. Ouais. Moi, ça c'est arrivé souvent avec plus les clientèles, mais même des gars, que les premières semaines qu'on commence à travailler ensemble, objectif de perte de poids, je leur donne un plan alimentaire, m'arrive après la première semaine, ils sont comme, je mange pas mal plus que je pensais. C'est ça. Genre, j'ai plus faim. Mais non, tu manges des aliments qui vont te bourrer beaucoup plus. Là. Beaucoup de fibres, beaucoup de protéines, totalement. Ouais. Ben oui, c'est ça. Plus de fibres, plus de protéines, full légumes. À un moment donné, ça prend de la place. Là. Puis tu sais, même souvent, les gens qui viennent me voir qui ont un objectif de perte de poids, sans même leur faire tracker leurs calories, justement par des petits changements comme ça, des fois, tu vois des changements. Parce qu'ils vont atteindre le rassasiement plus facilement, garder une meilleure satiété entre les repas, puis ça se fait tout seul. Oui, puis c'est que sans nécessairement tracker les calories, tu leur dis, mettons, augmente ta consommation de protéines, augmente ta consommation de légumes, augmente ta consommation de fibres, des affaires de même, sans leur dire, il y a d'autres affaires qui vont diminuer pour compenser. Ouais. Ça va juste faire un genre de un flip, that's it, ça va se faire tout seul. Ouais. 2 derniers petits points avant qu'on termine. Y en a-tu un qui est en ligne en particulier? Oui. Framboise.
Ouais, vraiment, framboise, encore. Je veux vraiment qu'on ramène les framboises. Ça va être mon bug mental pour cet épisode. J'adore. Non, je voulais qu'on parle de la discussion qu'on a eue sur tu es ce que tu manges. Oui, c'était une full bonne intervention que tu as eue. Oui, que tu avais mis, tu avais fait une publication sur des comme phrases red flag que les gens peuvent dire. Et il y en avait une là-dedans, c'était tu es ce que tu manges. C'est à quoi je t'ai répondu parce que moi, c'est quelque chose que je vais avoir tendance à te dire, mais j'ai beaucoup aimé le contexte dans lequel tu l'avais mis parce que moi, j'expliquais dans quel contexte moi, je le mentionnais, qui était c'est important de donner à ton corps les les macros, mais aussi les micronutriments qu'il a besoin pour te donner de l'énergie, pour produire des neurotransmetteurs, pour avoir une digestion qui est optimale, avoir moins de stress, avoir un meilleur sommeil, etc. Est-ce que tu manges dans le sens que ton corps ne peut pas... Tu peux pas être surpris de te sentir léthargique, en dépression, blablabla, si tu ne lui donnes pas de gaz, si tu ne lui donnes rien pour t'aider à produire de l'énergie. Mais toi, la manière dont tu l'avais perçu, mettons, tu es ce que tu manges, c'est qu'effectivement, faut pas que les gens commencent à se valoriser juste avec leur alimentation. Oui, puis tu sais, ça, je vous disais, mettons les listes d'ingrédients, tu sais ce que tu manges, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Puis, autant que l'alimentation a un rôle ultra important en santé pour la prévention de maladies, c'est une pointe d'une tarte très grande. Donc, quelqu'un peut avoir une alimentation qui est impeccable, mais des niveaux de stress épouvantables, être sédentaire, mal dormir. Puis, c'est ça, plein de raisons. Ou, à l'inverse, quelqu'un peut avoir une alimentation qui est peut-être sous-optimale, mais pour des raisons quelconques, pour des raisons financières, de temps, c'est pas une variable de la santé que cette personne est capable d'adresser, mais elle va optimiser son sommeil, essayer de bouger. Puis ça, on n'en parle pas souvent, mais tous les facteurs socio-économiques où on est dans un contexte d'inflation, où il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à arriver à la fin du mois, payer leur loyer, ce qui ajoute un stress en soi qui est très néfaste pour la santé. Et l'alimentation, c'est souvent une des dépenses qui prend le bord. Donc, tu sais, quelqu'un justement qui va se définir par son alimentation ou qui va définir la totalité de sa santé que par l'alimentation, c'est pas le cas. C'est à ces gens-là qu'on dit « achète du bio ». Ah oui, ça c'est décourageant. Bref, que ça, je suis plus capable de l'entendre. Mais c'est ça, fait qu'on dirait, moi, souvent, le red flag que j'ai pour ça, c'est justement quelqu'un qui dit tu es ce que tu manges out large au public, sans ce contexte, ces nuances-là. Souvent, c'est que c'est un professionnel ou peut-être même pas un professionnel, un pseudo-expert ou quelqu'un qui a tout simplement, qui n'a pas le regard holistique et complet sur toutes les autres sphères de la santé qui vont avoir une influence. Puis est-ce qu'on va venir dire à une mère monoparentale qui fait de son gros possible pour nourrir ses enfants, puis que c'est rough, tu es ce que tu manges, je m'excuse. Non, c'est ça. On a des valeurs, on a des qualités, des compétences qui n'ont rien à voir avec ce qu'on met dans notre assiette. Donc, c'est la petite nuance à apporter pour ça. Oui, puis j'étais vraiment tout à fait d'accord. C'est juste que, tu sais, de ma perception, vu que je suis tellement habituée, tu sais, moi, quand je le dis, mettons, c'est juste quand je fais mes remises de structure alimentaire, exemple, à mes clientes, puis que je suis comme, c'est pour expliquer pourquoi est-ce que c'est important de manger varié. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir, oui, les macronutriments pour ta perte de gras, mais que je vise plus les micronutriments pour ta santé, ton énergie. Tu sais, pour ça que je te mets pas rien qu'exemple des petits fruits parce que c'est plein d'antioxydants. Pour ça que non, tu mangeras pas juste du riz puis du poulet plat. Fait que dans ce contexte-là, c'est pour expliquer à quel point l'alimentation, c'est un bel outil pour ta santé. Tout à fait. Mais effectivement, dit at large, pas de contexte, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un comme tu es ce que tu manges parce que ça peut shamer pour un paquet d'autres choses et que, comme tu l'as mentionné, même si tu manges super bien, si tu dors mal, que tu es stressé, que tout le reste de ta vie va pas bien, ça va pas définir quoi que ce soit en dedans de toi. Là. Puis je vais rajouter aussi, il y a des gens qui vont avoir des habitudes de vie impeccables, qui bougent, qui gèrent bien leur stress, qui dorment bien et qui vont quand même se retrouver avec un diagnostic de cancer du sein à 26 ans. Tu sais, c'est comme, on met en place tous les outils pour prévenir, mais il y a des fois où... Génétique. Oui, exactement. Voilà. Excellent. On va terminer avec ça? Hey, mon Dieu, pile à l'heure. Wow! All right. Eh bien, merci. Congelé versus frais. Dernier OK, point. on finit avec on finit avec ça. Avec ça. Congelé versus frais, j'ai l'impression que ça aussi, c'en est un argument. Là, comme il faut absolument que tu manges tes affaires frais parce que congelé, c'est faut moins bon. Faut cueillir tes propres framboises. Oui, c'est ça. Gelé. Oui. Hiver, non. Mais pour vrai, les deux. Les deux selon ce qui est disponible. Puis selon... Aller cueillir avec le chum à Myriam, visiblement, il est très méticuleux. Non, vraiment, là, Benoît, là, mon amour, t'es incroyable avec les framboises. Il m'a charmé comme ça. Quand on s'est rencontrés au Nautilus, il cueillait des framboises à l'accueil. Mais oui, fait que pour vrai, les deux ont leur place. Puis en fait, oui, frais, c'est peut-être plus agréable, plus facile. Tu n'as pas l'étape de préparation, il faut que tu fasses cuire le légume, alors que moi, j'adore genre juste me sortir une carotte du frigo, un coton, puis croquer dedans. Et le concombre entier.
Yes! Puis l'avantage du congelé, en fait, la première chose, je pense, à venir démystifier, c'est que le profil nutritif des fruits et légumes est équivalent qu'ils soient frais ou congelés et il est parfois même supérieur pour les aliments congelés parce qu'il est cueilli puis pouf, il est congelé direct. Alors que l'aliment frais, il est cueilli, mais là, pouf, dans le camion. Puis là, long chemin. Et là, je suis partie ces onomatopées. Je m'excuse. Mais bref, il va faire beaucoup de Moi, je te chemin. laisse aller là-dedans, ça. J'adore. Il va faire beaucoup de chemin avant de se rendre à l'épicerie. Donc, vraiment, c'est une question de préférence. Puis, moi, ce que j'aime des congelés, c'est que tu peux en accumuler, tu peux le garder dans ton congélateur. Fait que des fruits et légumes qui arrivent en rabais, allez, on stack, on met ça dans le congélo. Puis, ça fait en sorte que quand tu n'as pas fait l'épicerie, que tu es un peu à l'arrache, ben tu as des fruits et légumes qui sont à ta disposition. Fait que pour vrai, les deux, celui que vous préférez, puis pour vrai, gardez un œil sur les fruits et légumes congelés quand ils tombent en rabais. Fait que J'adore. voilà. Oui, puis honnêtement, les fruits et légumes en rabais, souvent, ça coûte moins cher que les prendre frais. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste une question de budget. Oui. Pour Ouais. vrai, prends-les. Je le sais, moi, je les trouve plus savoureux quand ils sont frais. Ben oui, ben Mais à oui. un moment donné, Mais non, si c'est une question de budget, T'es mieux de Prends manger les des congelés. légumes congelés que de pas en manger. que de pas en manger, c'est Non. ça, exact. Puis, tu sais, mettons, l'aspect pratico-pratique, moi aussi, là, je suis abonnée à un panier bio que tous les vendredis, l'été, je vais chercher des légumes locaux qui ont été cueillis il y a 3 heures par Jacinthe. C'est malade, là. Les légumes, les fruits seront jamais aussi bons. Shout-out à Jacinthe. Ah, vraiment. Mais pour vrai, tu sais, j'arrive le soir, je suis un peu pressée, je vais me faire des carottes à la vapeur, genre, OK, sortir les carottes, les laver, les couper, puis là, juste prendre le sac de légumes congelés, les domper dans la petite cocotte. Dans la vapeur. Dans la vapeur. Tu sais, il y a un aspect pratique. Puis oui, mes propres carottes vont être meilleures, mais ultimement, ils sont mangeables pareil, là, ça va. Et ils vont apporter les vitamines et minéraux et le bon goût et la couleur que je recherche. Voilà. Voilà. Boom. Hey, merci beaucoup, Myriam, Merci, pour un Myriam. autre super Si on gros veut te épisode. suivre. Yes! La meilleure plateforme pour me suivre, communiquer avec moi puis avoir accès à tous mes trucs, c'est Instagram. Fait que myriam.baudry.dtp. Dans ma bio, il y a le lien vers toutes les entrevues, les podcasts, les 3 autres épisodes que j'ai faits avant vous. Il y a aussi le lien si des gens veulent un suivi en nutrition pour prendre rendez-vous. Maintenant, tu prends des clients. Oui! Maintenant que je suis pas au doctorat, je peux prendre des clients. J'adore ça. Donc, ouais, c'est la meilleure plateforme pour me suivre. Très cool. Si t'avais Un un mot. mot sur lequel laisser le podcast, Framboise. J'adore. j'ai aimé la fraction de seconde de panique, puis comme framboise. Mettons pas un vrai mot, mais comme un mot sérieux. Oui, oui. Variété. Variété. J'aime ça. Dentelle sur habitude de vie. Dentelle sur habitude. J'aime ça. Ça va J'aimais faire quand même mieux beaucoup framboise, d'hashtags. c'était Ouais. cute. Non, ouais, Framboise. framboise, c'était mon préféré. J'adore. Hey, merci encore de t'être déplacé à vélo À vélo. pour t'en venir Bravo. ici. Avec plaisir. Fait que si jamais vous avez apprécié puis que vous voulez un part 4, 5, peu importe, 12, si, je vais en tout revenir, cas, pas de stress. techniquement, Ah oui. celui-là c'était 3, mais en tout cas, on a jusqu'au mois de mars avant que tu partes finalement en France. Fait que Yes. si vous voulez un autre épisode avec Myriam, collez-le tout de suite parce qu'il faut qu'on se book d'avance. Jess, NIH? WUACV10 pour un 10% de rabais sur vos commandes en ligne. Sinon, vous pouvez les prendre au Shop Santé. Et comme on vous a dit dans les derniers épisodes, si jamais vous voulez de la merch, vos Cup and Joe's Violence, t-shirt, crop top, crew neck, hoodie, vous allez avoir les liens directement dans l'épisode et ou dans nos bios. Les livraisons se font habituellement. La production se fait habituellement aux 2 semaines. Fait que toutes les fonds qu'on va ramasser avec ça, on réinvestit dans le podcast directement. Fait que, Voilà. Bravo. merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis on se voit pour un autre épisode de vos Cup and Joe's Violence la semaine prochaine. Ben, t'es bon. Salut tout le monde.